Yo tout le monde, aujourd'hui on part sur un épisode sur la santé mentale dans le rap, donc certains passages pourraient heurter certaines sensibilités, donc si c'est un peu compliqué par moment, n'hésitez pas à faire une pause et à revenir après pour regarder l'épisode. La santé mentale c'est un enjeu majeur et donc si vous-même vous êtes dans une situation compliquée ou même un proche, n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est hyper important. Donc pour la Suisse, on a Mal à ta vie, pour les adolescents, on a la main tendue, le 143, et pour les urgences absolues, on a le 144. Pour la France, le numéro de prévention du suicide, c'est le 3114. Et là aussi, pour les urgences sanitaires, c'est le SAMU au 15 15. Pour la Belgique, on a la ligne d'écoute de Centre de prévention du suicide, c'est le 0800 32 123. Et pour le Canada, c'est le numéro 988 pour les services de santé mentale et de prévention du suicide. Prenez soin de vous et bonne écoute. Hello, hello, bienvenue pour ce 3e épisode de la 2e saison de Mask Off, le podcast qui traite de la masculinité dans le rap. Autour de cette table, que des gens qui aiment cette musique depuis et jusqu'à. Je commence par Géos, rappeur et animateur de radio. Comment ? Très bien. Enfin, ça dépend. Si tu me poses la question et que tu as vraiment le temps que je développe ma réponse, ou est-ce que je dois te répondre de façon socialement adéquate ? Ah, t'es chaud. T'es dans le thème. Et vieux père, DJ, ancien, vieux de la veille, Kerry Benz. Moi, je vais assez bien, en fait, compte tenu de la journée qu'on est en train de passer aujourd'hui avec le mauvais temps, mais sinon, ça se passe bien. Ok. J'aime bien le fait que tu aies dit vieux de la veille, j'aime bien ça. T'as pas dit vieux de la vieille, t'as dit vieux de la veille. Vieux de la veille. Moi, C'était le gars d'avant, toi. C'était le d'avant. C'est de pire en pire. En fait. Pas d'agisme. Mais ouais, Moi, j'aime bien quand tu dis avec l'accent. Pas d'agisme, voilà. Bon, et moi-même, Wetu, poète, artiste, spoken word. Je rappelle que les précédents épisodes de ce podcast sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, y compris la saison 1. Donc, allez-y, vous abreuver de tout ça. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous faire des retours en DM, en commentaire et même dans la vraie vie. Donc, merci pour tout ça. Merci pour tout cet engouement que suscite la masculinité dans le rap. Si il y a autant d'interactions, c'est qu'il y a un vrai sujet. Donc, avant de commencer, je propose de revenir sur les retours qu'on a reçus qui sont assez récurrents. Je me lance. On a eu différents commentaires, d'autres drôles, d'autres un peu moins. Mais alors, on va revenir sur les tendances les plus récurrentes. Donc, le premier, moi, on est venu me dire qu'on a une posture un peu de people pleaser. Et qu'on n'abordait pas en profondeur les questions du patriarcat de manière générale. Alors... Attends, people pleaser, juste peut-être des... Ah, j'y viens. Parce qu'en fait, c'était un commentaire dans la vraie vie, et donc la personne en filigrane, elle voulait dire autre chose. Ok ? Donc quand elle voulait dire people pleaser, c'était en gros, les gars, on a fait ce podcast pour pécho. Et donc moi, ma réaction, c'est « Oh, really ?» Tu vois, c'est vraiment le... Non. C'est marrant parce qu'en fait, maintenant, chaque fois que tu fais un truc, c'est toujours pour pécho, en fait. Ouais, une fois que tu fais un truc soit créatif, soit machin, soit n'importe quelle initiative, forcément orienté ça devient vers pour la pécho, quoi. Enfin, et tu cours, c'est pour pécho, tu te mets à une activité artistique, c'est pour pécho, tu vas au musée, c'est pour pécho, enfin, n'importe, même tes courses. Hein. Et franchement, en plus, je trouve que ça minimise un peu le taf qui est fait derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que derrière chaque épisode, il y a un investissement en temps, en énergie, qui n'est pas des moindres. Et donc, du coup, si vraiment on était dans cette optique-là, franchement, on choisirait une autre approche pour être un peu plus efficace. Ouais, sans blague. Et vraiment, c'est un sujet... peut-être qu'on ne l'a peut-être pas assez dit pour la 2e saison. Et ça, Géo, je te laisserai revenir sur les postulats. Mais c'est... Alors, le postulat de base, c'est de parler de masculinité dans le rap et de voir à quel point le milieu du rap est un miroir grossissant de ce qui se passe en société. Donc, alors, vraiment pour ça, c'est quelque chose je crois qu'il faut qu'on appuie encore dessus, parce que c'est pas du tout notre approche et que c'est un vrai sujet. Il y a une vraie urgence d'enfin parler de ces choses-là qu'on essaye de déconstruire. Mais ça, je te laisse couvrir le postulat qu'on aimerait réitérer. Non, mais oui, peut-être rappeler 2-3 choses, parce que c'est vrai que nous, on s'est relancé dans la saison 2 en partant du principe que la saison 1 avait potentiellement déjà été écoutée par les personnes, etc. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles on est repassé très rapidement. Déjà, donc, dans les postulats de ce podcast, il faut vraiment comprendre que nous, on est tous des bousillés de rap. Ouais.
Donc on vient pas du tout avec cette posture de on a découvert le rap à l'ère du streaming en 2015 et puis on découvre la lune et comme quoi il y a des problèmes dans le milieu, etc. Là, etc. tu vises quelqu'un, là. Bon, je vise pas mal de gens dans cette musique, non, mais c'est devenu la nouvelle pop et j'en veux pas aux gens qui ont découvert le rap en 2015, mais la réalité, je pense quand même que ça change. Je dis pas ça ici pour clamer une forme de légitimité absolue ou quoi que ce soit, mais juste quand même, je crois qu'on sait à peu près de quoi on parle. C'est ça que je veux dire aussi, c'est que on en écoute vraiment depuis, on a entamé nos processus de déconstruction de nos côtés, d'ailleurs des fois souvent en dehors du rap. Moi, c'est des périodes où je me suis un peu éloigné de ce milieu-là pour sortir la tête de l'eau à ce niveau-là. Et en fait, on revient dans ce milieu avec cette posture critique, etc. Mais c'est pas du tout justement pour, avec un ton condescendant, moralisateur ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on essaie toujours de mobiliser des expériences personnelles aussi pour rappeler que nous-mêmes, on n'est pas forcément meilleurs que les gens qu'on est en train de critiquer. Tu vois, je pense que l'important, c'est déjà d'être conscient de ça et d'être sur le processus de. Mais voilà, de rappeler déjà cet amour du rap, parce que c'est vrai que des fois, dans les commentaires, tu as des gens qui t'écrivent comme si tu débarquais, tu vois. Bon, bref. Après, et puis quand je dis on est vraiment des amoureux de rap, c'est que voilà, Kay, il est DJ, il en écoute depuis hyper longtemps. Toi, t'es un mec qui écrit du spoken word, t'as même écrit un peu 2-3 textes de rap à une époque et t'en as Ouais. aussi beaucoup, beaucoup écouté. Et puis moi-même, je suis animateur radio dans une émission hip-hop et à la base, je fais du rap. J'ai écrit mes premiers textes quand j'avais 8-9 ans, vraiment, tu vois. Donc, c'est encore une fois, c'est pas juste pour donner un argument d'autorité, mais le rap, a priori, on connaît pas tout. D'ailleurs, de manière générale, dans ce podcast, on n'arrive pas à être exhaustif. Mais quand même, on l'a vu évoluer, on baigne dedans. Vous êtes plus âgé que moi et vous l'écoutez depuis encore plus longtemps que moi. Je n'écoute encore. Hein. Et oui, 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 non, mais jusqu'à aujourd'hui. Donc, on parle de 20 ans, 30 ans à écouter cette musique, si ce n'est plus. Donc, essayez, enfin, ce que je veux dire par là, c'est quand on nous envoie des critiques, pas de souci, mais essayez de capter à qui vous vous adressez, juste pour qu'on perde pas de temps à devoir rappeler des choses hyper basiques, tu vois. Après, il y a la question aussi de pourquoi est-ce qu'on est. Ça, c'est une critique qui revient souvent, qui revenait déjà dans la première saison, et qu'on avait adressé, qu'on avait anticipé dès le début. C'est le fait qu'on soit trois hommes pour parler de questions de masculinité. Bon, ça, en soi, ça fait sens. Mais que justement, parfois, peut-être, ça donne l'impression qu'on parle à la place des femmes quand on parle de questions de sexisme, etc. Qu'on reste entre nous. Exact. Et c'est sûr que ça pose vraiment des questions parce que forcément, ces problématiques de genre, ben, elles créent aussi des opportunités professionnelles. Il faut être très transparent. On le dit aussi d'ailleurs, ce podcast, par exemple, est subventionné. Donc forcément, on prend potentiellement la place de certaines personnes, peut-être même notamment des femmes, peut-être militantes qui sont là-dedans depuis longtemps, etc. Donc ça, on en a bien conscience. Il y a une chose, c'est qu'on aimerait, mais on n'a pas encore trouvé exactement l'épisode qui permettrait d'amener des guests, et notamment justement au moins une guest femme dans un des prochains. Mais il y a ce truc où, en tout cas aussi au début, on se disait, ben, on veut être trois hommes, on se connaît, on est quand même des potes, etc. Et ça va nous permettre de nous laisser aller, de nous confier même sur des sujets assez deep, parce que tu vois, quand on parle de paternité ou de performance sexuelle, que moi, dans les anciens épisodes, là, les précédents épisodes, je parle par exemple qu'à un moment, j'avais des problèmes en lien avec des pannes ou des trucs comme ça. Bah, honnêtement, je sais pas si j'aurais été aussi à l'aise de le faire devant des personnes avec qui je suis moins proche, et notamment peut-être une femme, tu vois. Encore une fois, je sais pas exactement, on l'a pas vraiment testé, mais c'était au début, histoire d'être sûr que on soit entre nous, qu'on soit suffisamment, entre guillemets, safe et qu'on soit à l'aise pour se confier sur des questions aussi profondes. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le postulat de base. Maintenant, on aimerait aussi tirer ça sur la suite en incluant des guests ponctuels, quoi. En fait, aussi, quand on se retrouve à avoir des discussions où on s'ouvre un peu plus et où on parle de nos problèmes, etc., ben, il n'y a pas que le fait que nous, on soit gênés, mais il y a aussi le fait que il pourrait y avoir, par exemple, une invitée, une guest fille qui ne se sente pas vraiment concernée par la question, en se disant, bah, au final, c'est vos sujets, c'est vos trucs, c'est vos angoisses, c'est vos trucs. J'ai pas Mm. grand-chose à dire dessus. Donc, Mhm. c'est vrai que pour éviter un peu de. Enfin, pour être plus exhaustif à ce niveau-là, on a fait ce choix qui est un parti pris, hein, on le rappelle, c'est un parti Ouais. pris. Et on sait qu'il n'est pas parfait, Voilà. c'est Et pas on neutre sait qu'il de n'est le pas faire, bien parfait, sûr. c'est pas neutre, on en est conscient et voilà. Donc on essaie d'évoluer avec ça et puis au fur et à mesure de l'émission, on ajustera. Hein. À fond. Et puis un dernier truc aussi, mais ça rejoint un peu tout ça aussi, c'est que évidemment, nous, on produit le podcast, il a une version entière, audio et vidéo sur les plateformes, en entier sur YouTube, vidéo sur Spotify aussi, puis en audio sur la plupart des autres plateformes.
Mais on diffuse des Reels sur Insta qui durent 1 minute, 1 minute 30, et les épisodes, ils durent 1h15, 1h20. Donc forcément, c'est là, de nouveau, des espèces de shots, des aperçus. Et les gens, des fois, ils répondent sur ce qu'on dit dans les Reels. Et On sent j'entends. que c'est le complet. Ouais. Et j'entends, mais en vrai, si tu veux, en tout cas, moi, si je sais que je veux répondre à quelqu'un en émettant une critique, etc., et que je sais que j'ai regardé que 1 minute qui concerne un extrait d'un plus grand contenu, tu vois, je vais quand même, en tout cas, c'est ma déontologie, entre guillemets, je vais essayer de mater un bon bout quand même du contenu pour me dire, bon, bah là, ok, peut-être pendant 45 minutes, les gars, ils n'ont pas abordé ça, 1 heure, ils n'ont pas abordé ça. Là, je peux fournir une critique quand même construite et complète. Mais si tu te bases que sur nos reels de 1 minute, 1 minute 30, forcément, on prend des raccourcis même. Ils sont jump cutés, tu vois nos têtes qui font comme ça dans les reels, tu vois. Non, mais c'est vrai. Donc, tu vois que c'est une manière abrégée, synthétisée de notre propos qui est beaucoup plus complet dans les longues versions, tu vois, dans les versions complètes. Donc, je dirais aussi, pour éviter qu'on perde tous du temps avec des critiques qui sont peut-être parfois à côté de la plaque. Et encore une fois, qu'on se comprenne bien, moi, je suis totalement open aux critiques constructives, etc. Il y en a même qui nous ont aidés à améliorer le podcast, etc. Ouais, Donc, on est hyper preneur de ça. Hein, voilà, n'hésitez mais pas. c'est juste que si tu fais une critique et qu'en fait, dans le reste du podcast, on a adressé ça pendant 20 minutes, mais que tu t'es basé juste sur le Reels qui durait 1 minute, franchement, ça nous fait perdre un peu de temps, tu vois, de devoir te répondre. Va voir le podcast en entier. A priori, le Reels, de base, il est là pour te faire donner envie d'aller voir le podcast en entier. Alors peut-être qu'on n'a pas fait le travail correctement. Ça, c'est peut-être la faute de Nuée Digital. T'as vu la boîte de production, tu vois, mais à part ça, je rigole, Chalat à mon gars Romain qui est juste à côté. Mais voilà, tout ça pour dire que vous vous basez pas sur le trailer, hein, sur le teaser. Allez check les épisodes en entier, et là je pense qu'on arrivera à des discussions peut-être un peu plus nuancées, et même nous qui serons plus dignes d'intérêt en termes de critique, quoi. Yes. Merci pour ça. Autre chose? Non, abonnez-vous, likez, mettez des étoiles, des pouces, tout ce qu'il faut, Qui quoi. aime, like ou follow, comme dirait l'autre. Yes, Partage et commente même. Bon les gars, pour introduire le sujet du jour, j'ai une citation, une punchline d'un rappeur qui va mettre un peu tout le monde d'accord et qui va faire plaisir à quelqu'un autour de cette table. Je crois qu'on sait de qui on parle. Toujours le même. Si je vous dis, je suis peut-être fou, mais je donnerai pas mon bif au psychiatre. De qui on parle? Ton gars! Une personne dont Ton gars sûr! À chaque fois que tu dis ça, le problème, c'est que moi, je vais devoir finir par consacrer 5 minutes à devoir me justifier là-dessus aussi. Non, mais, ok, donc historiquement, je suis un grand fan de Booba, il n'y a pas de souci, je le reconnais. Il a une discographie d'ailleurs tellement fournie qu'il y a toujours de quoi faire sur ces questions de masculinité. Donc, il va revenir dans la plupart des podcasts. Maintenant, et je considère jusqu'à aujourd'hui qu'en termes purement formels, c'est-à-dire au niveau du rap, c'est le meilleur rappeur français. En termes de l'écriture, des flows, des choix des instrus, tout ça. Mais par contre, aujourd'hui, il prend des positions notamment sur ses comptes réseaux sociaux qui sont je suis plus très en accord. Voilà. Mais effectivement, il y a de quoi. On pourrait, en vrai, baser sur ce podcast-là, que sur sa discographie, on pourrait aborder tous les sujets, les différentes thématiques. C'est vrai qu'il se justifie beaucoup. Le féminisme de fou quand il a dit je suis pas tellement d'accord. Ouais, oui, non, mais c'est vrai, quand ils diffusent des trucs sur l'éducation sexuelle en France, tout ça, je suis même absolument en désaccord. Voilà. Tout à fait. Donc, vous l'aurez capté, cet épisode va aborder la question de la santé mentale des rappeurs, ou plus précisément, comment cette question est abordée par les rappeurs US et français. Dans un premier temps, on va brièvement poser un peu de théorie sur la santé mentale. On va explorer à travers quelques exemples de punchlines ou d'extraits de chansons qu'on a qualifiés dans le contexte de cet épisode pro ou anti santé mentale, avec une granularité qui varie. Comment les postulats qu'on peut observer en société se reproduisent dans le rap en mode sous stéroïde. Comme on a dit un peu plus tôt, c'est un peu un miroir grossissant, donc un peu une caricature de ces stéréotypes. On parle peu entre hommes de comment on va mentalement aussi. On considère souvent que cette injonction à se montrer fort et solide comme une règle à ne pas enfreindre. Donc les hommes ne pleurent pas, les hommes ne se montrent pas vulnérables. On est même tombé sur une étude qui a été publiée par l'INSEE, l'Institut national de la société et des études économiques en France, qui disait que 88% en 2019, des femmes ont consulté un médecin généraliste
contre 80% des hommes. Donc, on ne dit pas que les hommes ne vont pas chez le médecin quand il s'agit de leur santé, mais on constate une tendance à moins avoir ce réflexe-là. Les hommes sont moins enclins à se dire, OK, bah, je vais aller voir un spécialiste pour m'occuper de ma santé. Les hommes ne prennent pas forcément moins soin d'eux, mais ils ont, si vous voulez, un rapport qui est différent à leur santé. Ils considèrent leur corps comme étant plutôt un outil, une machine, plutôt qu'un processus, un processus de guérison où on va aller un peu chercher quels sont on va chercher à traiter les symptômes qui sont assez prépondérants dans une santé qui vacille par moment. Donc, je pense que ça nous est tous arrivé, à nous ici, de répondre assez euh, brièvement à la question comment tu vas, de manière assez évasive, voire un peu fausse, pour ne pas avoir à rentrer dans le vif du sujet et à affronter une réalité qui est dure à envisager. Dans certains cas, je ne sais pas si on parle de superstition ou même une sorte de mimétisme hérité, mais on a pu constater que des fois, de le dire, c'est rendre la chose réelle. Donc, du coup, comment tu vas? Ouais, ça va. Alors que de dire que non, ça va pas, ça voudrait dire qu'en face de toi, la personne pourrait rentrer dans une forme de bienveillance et te demander qu'est-ce qui va vraiment et puis aller en profondeur. Et là, tu te retrouves à devoir dealer avec la chose. Donc, on va aborder un peu toutes ces choses-là et puis on aura quelques exemples perso à vous partager. Et pour finir, moi, j'aurais une question à vous poser, les gars. Comme au précédent épisode, j'aurais une petite question à vous poser. T'as toujours envie d'aller Il répond. gratter derrière les. Moi, je veux vous voir à poil, les gars. Voilà, c'est ça. C'est- Sans contact. Ah non. Pour commencer, on va chercher un peu, je suis allé voir un peu la définition de la santé mentale, vu que c'est un sujet dont on parle un peu plus souvent aujourd'hui, et ça, c'est une excellente chose. Je suis allé chercher ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, proposait comme définition. Donc, pour la santé mentale, on parle d'un état de bien-être qui permet à chacun, chacune de se réaliser dans son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc ça, c'est la définition de la santé mentale telle que publiée par l'OMS en 2021, sauf erreur de ma part. Et donc, la santé mentale, on considère qu'il y a des facteurs aggravants et des facteurs un peu piliers, donc des facteurs qui permettent de l'améliorer. Donc, parmi les facteurs aggravants, on voit que c'est dans la systémique que ça s'installe. Donc, il y a le facteur économique, le niveau de pauvreté, par exemple, le niveau de conflit au sein de sa famille ou au sein de son cercle, la négligence pendant la petite enfance. Donc, je fais référence, par exemple, à de la pédophilie, par exemple, ou de la maltraitance psychique, le fait d'avoir un parent qui a des problèmes de toxicomanie. Et ça, dans le milieu du rap, on a souvent entendu des rappeurs qui ont fait écho de ça. Il y avait toute une malheureuse génération de crack baby aux États-Unis. Et aussi un environnement qu'on considérait inhabitable, voire dangereux. Donc ça aussi, on voit que dans les projects, comme on les appelle, c'est des endroits où il y avait pas mal de violence, de tueries par arme à feu ou autre. Donc ça, c'est les facteurs qui sont dits aggravants, donc qui dégradent la santé mentale. Et parmi les facteurs piliers, on considère qu'on a l'hygiène de vie à travers le sport, la nutrition et le sommeil, qui sont des facteurs qui sont porteurs et qui permettent d'améliorer la santé mentale. On a le cercle social, donc le fait d'avoir un cercle soutenant, des amis, une famille, une communauté autour de soi, un équilibre émotionnel, donc le fait de pouvoir exprimer son ressenti. Donc ça, c'est encore très en lien avec l'écriture dans le rap et le fait de pouvoir l'exprimer. Le sens et la motivation, donc par exemple le fait d'avoir des projets qui te motivent chaque matin, le fait de te dire ok, je me lève aujourd'hui dans le but et pour atteindre cet objectif-là, c'est quelque chose qui te permet d'avoir une santé mentale un peu plus solide. Et le dernier facteur que j'ai noté aujourd'hui, c'est la gestion de stress et de charge mentale. Qu'est-ce que vous en pensez, toi? Bah, ça, moi, à titre personnel, évidemment, ça me parle, hein. Je vois effectivement, en plus, je pense que quand tu grandis et que tu commences à te poser justement ces questions de qu'est-ce qui te rend mieux, qu'est-ce qui te fait aller mieux, t'identifies justement un peu avec le temps, comment dire, partant du principe que tu as un peu de réflexivité, justement, c'est-à-dire Ouais. de recul sur toi-même, que tu as le temps aussi, parce qu'en fait aussi, il y a les gens qui sont tellement aliénés dans le quotidien, etc., qu'ils n'ont pas ce privilège-là. Mais en tout cas, voilà, à titre personnel, moi, je sais, aujourd'hui,
Qu'est-ce qui me fait aller mieux? Et typiquement, la question du sport. Ouais. Moi, je joue au football, je suis hyper fort, les gars. Non, je suis nul, mais je plante des buts. Mais pour dire que, par exemple, moi, je vois, si je ne vais pas jouer au foot dans ma semaine, ça impacte ma C'est une forme semaine. de soupape pour toi? Complètement. Soupape de décompression? Complètement. Et quand tu dis aussi le sens et la motivation, les projets, tout ça, moi aussi, j'ai la chance de faire des tafs, tu vois, qui me nourrissent. Alors, ça amène d'autres problèmes parce que justement, des fois, tu t'oublies dans ces tafs passion et tout ça, mais je vois la chance, vraiment le privilège que c'est de me réveiller en me disant, aujourd'hui, ok, je suis un peu stressé parce que j'ai ça à rendre, ça à écrire et tout ça, mais c'est quand même, ça me motive de Ouais, ouf. c'est des projets hyper stimulants, ça, De c'est cool. ouf. Et Ouais. puis le côté créatif aussi, tu vois, on a tous ici, je pense, un pied dans le côté créatif. Enfin non, on a tous un pied dans le côté créatif. Moi, je le vois aussi. Par exemple, mon année 2024, elle a été un peu compliquée. J'ai perdu des proches, des trucs comme ça. Et vraiment, quand j'ai fait le bilan de mon année, les moments dont je me rappelle le plus et où je me suis senti vivre le plus, où j'étais le mieux, c'était des moments créatifs. Du studio, au niveau musique, des trucs en lien avec le théâtre, etc. Tous ces trucs-là. Et donc, tu vois, aujourd'hui, c'est devenu justement, comme je te dis, j'ai identifié ces trucs-là qui font que il faut que j'aie ces choses-là. Sinon, je sais que je vais aller moins bien. Voilà. Après, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut faire attention enfin, disons, à contrôler son taux de sérotonine, en fait, parce qu'en fait, quand on a des moments heureux comme ça, avec justement des activités piliers comme ça, il peut arriver que, ben, par exemple, quand on fait du sport, moi je fais du basket, on peut se blesser, et puis tout à coup, ben, justement, cette routine qu'on avait, ces petits bonheurs qu'on pouvait s'apporter, ils sont plus là, et du coup, c'est très dur de se remettre à trouver comment dire, une activité qui remplace et puis qui soulage aussi. Et puis, pour ce qui est des émotions que peuvent créer, que peuvent apporter tout ce qui est au niveau de la création, en fait, ça aussi, je pense que c'est justement dans le thème qu'on va aborder avec les artistes, etc. Il y a aussi une part de noirceur qu'on traverse et et on peut penser qu'elle est créatrice. Et je pense que c'est là où il faut faire attention avec justement la montée et la descente, comme on dit, enfin voilà, les niveaux de traitement de l'humeur, en fait. C'est-à-dire par rapport à comment on aborde les moments où on est en création et les moments où on l'est pas, les moments où on se retrouve un peu à devoir faire face à l'ennui ou bien à des moments un peu creux comme ça. Et ça, Ouais, comment trouver un équilibre. Comment trouver un équilibre, en Yes. fait, entre les moments vraiment où on sent qu'on se fait porter par quelque chose, porter par une idée créatrice, porter par une activité créatrice, et puis des moments, parce que ça arrive toujours, des moments de moins bien ou des moments un peu comme ça, plats, on va dire. Et puis là, ben, justement, il faut s'armer et puis il faut, je dirais, je pense que voilà, il faut gérer quoi. Mais juste pour préciser, parce qu'en plus tout à l'heure, on va y venir sur la question de la santé mentale précisément dans les milieux artistiques, musicaux, le rap en plus de ça. Moi, quand je dis par exemple mes segments créatifs dans mon année 2024, par exemple, c'était avec zéro pression. Tu vois, c'est-à-dire que j'y vais en mode hobby. Le foot, j'y vais en mode hobby. Donc là où je te rejoins, mais dans le sens où, par exemple, quand tu dis la question de la créativité chez les artistes, qui peut aussi faire des ups and downs, etc., il y a le côté professionnel de la chose et il y a le côté hobby. Et en soi, par exemple, si écrire, ça te fait du bien, bah, tous les jours, tu peux écrire. Tu Ouais. vois, Oui, y a ça, aucune c'est vrai. C'est vrai que quand il y a une notion un Non, peu non, mais c'est vrai, contractuelle, mais- comme on va le voir après, Oui, c'est pas la même chose que quand c'est un choix. Par rapport à l'intensité émotionnelle qu'on met justement dans l'écriture. Et puis, il peut arriver qu'on a un syndrome de la page blanche parce qu'il nous est arrivé quelque chose ou bien parce que c'est un moment plat dans la vie et tout. Et c'est là où il faut justement arriver à se dire, à prendre un peu de recul et se dire, c'est pas si grave. Bien Puis, sûr. la journée continue, en fait. Je parle vraiment des petits gestes du quotidien et des moments du quotidien. Mais C'est-à-dire là où je que te quand- rejoins, c'est que je pense que c'est la question de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier Voilà, aussi. exact. C'est-à-dire que tu comptes pas sur une seule activité pour te soulager. Mhm. Ouais. Tu as Un 4-5 éventail, piliers, tu as exact. aussi tes potes. Tu vois, moi, je me Exact. rends compte aussi, par exemple, de vraiment à Mhm. quel point ça me fait du bien de capter mes potes. Tu vois, je les capte souvent quand même. J'ai aussi ma famille, tout ça, bref. Et donc, je sais que, voilà, s'il y a... Mais comme tu dis, en vrai, hein, par exemple, le foot, moi, je me suis déjà blessé, mec. Ça m'a mis dans un... je vais pas faire le mec qui était complètement Ouais. démonté et tout, Ouais, mais mais quand ça même, change le ça te met quotidien du et tout. blues, Ouais, t'as des voilà, trucs et bien tout. sûr.
Et donc, en fait, c'est important, effectivement, d'essayer de développer au moins, comme ça, je dirais, 4-5 activités piliers sur lesquelles tu peux aller te Exact. reposer. Ouais. Donc là, on a abordé les questions un peu plus méta, de la question de la santé mentale. On a pu voir quelques chiffres par rapport à la santé mentale. Et par exemple, en 2022, il est sorti un chiffre que 75% des personnes qui ont commis un suicide en France étaient des hommes. 75% qui ont malheureusement commis un suicide en France, c'était des hommes. Trois quarts, donc. Donc trois quarts des personnes. 3 sur 4. C'est quand même vraiment l'écrasante majorité. Et puis, si tu déplaces un peu plus le curseur sur les personnes qui ont fait des consultations psychologiques, il y a 78% qui sont des femmes. Donc, tu vois, on revient encore sur ce dont on a parlé un peu plus tôt avant, où en fait, les femmes sont un peu plus enclins à aller prendre soin d'elles, à demander de l'aide, alors que les hommes sont moins motivés à le faire. Pas qu'ils ne le font pas, mais là, vraiment, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu as 78% de consultations psychologiques qui sont faites par des femmes. Et si on resserre un peu plus sur les milieux défavorisés, qui sont, même si le rap a voyagé, il transcende un peu les couches sociales et économiques, il prend souvent naissance dans des milieux défavorisés. Aux États-Unis, en 2022, pour les 10 à 24 ans, toujours dans une population d'Afro-Américains, on parle du suicide comme étant la 3e cause de décès. Les précèdent la mort par homicide, donc par meurtre ou autre, et les morts dites accidentelles. Et aussi sur des questions de dépression, on remarque qu'en fait, si on prend sur une population de personnes qui sont passées par un épisode dépressif, on remarque que les populations noires sont surreprésentées. Pourtant, elles sont minoritaires, mais elles sont surreprésentées par rapport au total de personnes qui ont vécu un épisode dépressif. Donc on voit quand même qu'il y a une tendance où dans les milieux défavorisés, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait avant par rapport aux facteurs aggravants, où quand même le fait d'être un noir dans une société américaine qui, d'un point de vue systémique, a quand même organisé un peu une forme de racisme institutionnel. Donc du coup, ça se voit aussi à travers ces chiffres-là. Mais au-delà de ça aussi, ensuite, je te laisserai la parole, Géos, il y a aussi quand même cette question de comment est-ce qu'on en parle en société. Dans le langage un peu populaire, on a un peu banalisé des choses comme des expressions comme des trucs de dingue, des dingueries, trucs de psychopathe, etc., dans le langage au quotidien. Ce qui, en fait, pour parler d'une soirée, par exemple, qui était incroyable, ou d'un repas que tu as mangé qui était vraiment bon, ou d'un exploit sportif, ou même d'un couplet que tu as entendu dans une chanson, tu vas utiliser des termes sans trop y penser. Et si on prend 2 secondes pour réfléchir un peu à tout ça, on se rend compte que ces termes-là viennent un peu du vocabulaire de la santé. Quand tu dis psychopathe, un truc de ouf, c'est un peu la base des termes qui sont liés à des troubles réels qui touchent des milliers de personnes, des millions de personnes. Et pourtant, aujourd'hui, on utilise un peu ces termes-là à l'extrême pour dire des choses positives ou négatives. Donc, il y a plusieurs effets à ça. C'est que ça dilue un peu le sens. C'est-à-dire que quand vraiment la chose se produit pour de vrai, tu as un peu tendance à pas comprendre vraiment ce qui se passe. Ça renforce un peu d'une manière ou d'une autre les stéréotypes. Donc, si par exemple, tu as un artiste qui est hyper intense dans son approche, tu vas juste dire, ah, mais lui, c'est un psychopathe, c'est la manière dont il écrit, par exemple, ou qui fait ses beats. Et aussi, surtout, ça invisibilise les enjeux. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va un peu minimiser la chose quand la chose va se produire. À force de dire c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue, quand vraiment il y a un événement où la santé mentale est vraiment en jeu, on a un peu tendance à considérer que c'est loin de soi. Donc, ce n'est pas mon idée de dire qu'il faut bannir ça. Hein. Ce sont des expressions du langage courant. Et puis, le langage évolue aussi. Donc, je pense qu'il y a 30 ans, on parlait d'une certaine manière, aujourd'hui d'une autre. Et peut-être dans 30 ans, ça sera une autre rhétorique. Mais c'est important de prendre conscience, en fait, de l'origine, de l'impact que ça peut avoir, en fait, sur des vies réelles. Ouais, je pensais aussi dans les mots en anglo. Il n'y a pas tout le monde qui utilise cette expression et j'avoue que je l'aime pas en vrai, mais il y a des gens qui disent c'est insane. Insane! Et genre insane aussi. That's crazy. Ouais, crazy. Yeah. Même, tu vois, même dans les latinos ou les personnes qui parlent espagnol, ça s'appelle hey, loco, c'est comment loco et tout. Et loco, ça veut dire fou aussi. Donc, c'est dans tous les langages, ça dépasse largement la question évidemment du rap. Mais ce truc de insane, tu vois, insane in the brain aussi. Enfin, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf. Bah oui, moi je resserre un peu aussi pour terminer sur les postulats. Et puis après, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Mais cette question de la santé mentale dans l'industrie de la musique, qui est un endroit particulier, puisque c'est une industrie qui complexifie encore justement cette problématique, parce que les métiers qui y sont présents
sont très particuliers. En fait, dans l'industrie de la musique, il y a beaucoup d'instabilité. En tant qu'artiste, on peut être le mec du moment pendant 6 mois et donc vivre des périodes très remplies en termes d'activité, d'émotions, de succès, même justement gagner de l'argent parfois du jour au lendemain, etc. Et puis d'un coup, c'est le néant. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais lu les 2 livres de Diams, donc il y a son autobiographie et puis un autre qui s'appelle Mélanie, française et musulmane, mais notamment dans son autobiographie, elle revient beaucoup là-dessus. Et puis on sait que Diams après a eu justement des épisodes dépressifs, etc. Elle a beaucoup parlé de sa santé mentale. Et dans le livre, elle parle de toute cette attention que tu as sur toi, même parfois trop, tu vois. C'est genre, en tant qu'humain aussi, il y a plein d'artistes qui disent, même moi, j'étais pas prêt pour réceptionner autant d'attention, d'amour, de passion à mon égard. Et puis, donc ça, c'est toutes les périodes fast. T'es en tournée, t'es en promo, les sorties d'albums, les trucs et tout. T'as les fans, t'as le staff qui t'entoure, tout ça. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. La tournée, elle s'arrête. L'exploitation de l'album, il s'arrête. Peut-être t'as moins de succès ou comme ça. Et là, elle le dit bien. Quand elle se retrouvait toute seule dans son appart, c'était le vide total, quoi. Euh, D'ailleurs, allez lire, hein, c'est assez intéressant aussi de capter aussi tout le parcours de Diams à travers ses livres à elle. Il y a un autre truc, c'est que ce business, il est structuré aussi d'une manière assez particulière. C'est pas un métier comme les autres où tu as des heures de bureau, des jours off, la possibilité de se mettre au chômage si besoin, un arrêt maladie, des choses comme ça. Il faut vraiment charbonner constamment et si t'es pas bankable, si t'es pas là, eh ben, t'as pas de taf et c'est tout. Alors en France, il y a, et puis dans certains autres pays, tu as des statuts, par exemple, d'intermittents du spectacle qui vont justement équivaloir à une sorte de chômage spécifique qui est reconnu pour les artistes et aussi les gens qui travaillent dans le monde du spectacle, hein, de manière plus générale, les techniciens, etc. Mais même là, en fait, c'est pas si simple de l'obtenir. J'ai une petite anecdote. Moi, comme je suis animateur radio, j'ai interviewé pas mal d'artistes et j'avais notamment interviewé à l'époque le rappeur Gros Mo, que je trouve hyper fort au passage. Et il m'expliquait, donc ça c'est dans une interview, hein, c'était pas un truc off, donc je me permets de le dire ici aussi pour ça, mais que là, par exemple, il venait à Genève donner un concert, il perdait de l'argent pour venir faire son concert à Genève, mais ça lui permettait de cocher un cachet en plus et de faire valider, renouveler son statut d'intermittent, C'est-à-dire justement. qu'il perdait de l'argent, il devait produire lui-même ce concert. Non, 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 ou il devait- c'est-à-dire que entre les billets de train, les trucs Ah, comme ok. ça, et le cachet qu'il gagnait vraiment sur place, ben, finalement, il s'en Ok. sortait même pas Ouais. financièrement. Mais par contre, ça lui permettait de prouver Et une date débloquer en des droits. plus qui lui permettait de renouveler ce statut d'intermittent du spectacle. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est pas la panacée non plus, ce truc-là, tu vois. Ça donne une idée de la pression avec laquelle tous ces artistes vivent au quotidien. Il faut vraiment sacrifier beaucoup de choses pour réussir à en vivre, en fait. Et pour rester sur le côté complexe de cette industrie, il y a la question des contrats aussi. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails des types de contrats qui sont proposés aux artistes, contrats de distribution, contrats d'artistes, contrats de licence, coproduction, tout ça. Si ça vous intéresse, il y a d'autres podcasts spécialisés dans le music business, comme par exemple Rap Boss. Je vous encourage vivement, si vous vous intéressez à ces questions, à aller checker. Mais en gros, il faut comprendre là que la grande majorité des artistes, ils ne sont pas propriétaires en fait de leurs œuvres, de leur master, comme on dit. Donc à long terme, tu as créé tout ça, tu as passé toutes ces heures pour ces morceaux, ces albums, même ces clips, etc. Et ben, il y a un moment où tu te rends compte que tu es peut-être pas rémunéré à la juste valeur et que même tu n'es même pas décisionnaire de comment est-ce qu'on utilise ton titre, etc. Donc il peut y avoir ce sentiment d'être exproprié de sa propre création. Et bon, ça, c'est un autre élément. Il y a la question des avances aussi à rembourser. Quand tu signes avec un label, ben, il va te donner une avance pour justement que tu puisses vivre et produire ton album pendant un certain moment. Mais quand l'album sort, il faut rembourser l'avance. Donc là aussi, je rentre pas dans les détails, allez checker le podcast Rap Boss. Mais en fait, ça devient souvent une dette envers la maison de disques et qui rajoute, bah, là encore, une pression de ouf pour les artistes à s'en sortir financièrement, avoir le succès escompté, etc. Il y a d'ailleurs pas mal d'artistes qui sont rentrés en conflit avec leur label ou producteur, et là, pas que du tout dans le rap, hein, les George Michael, Stéphane Echer pour la Suisse, etc., etc. Et là, ça peut rendre les choses vraiment compliquées parce que parfois, tu es bloqué dans ton contrat et tout ce que tu crées va encore appartenir à ces producteurs ou ces labels pendant une certaine durée. Et là, dans le cadre du rap, je pense à des cas de clash. Damso contre Booba. Booba était le producteur de Damso. The Game contre 50 Cent. 50 Cent était le producteur de The Game. Et notamment dans ces deux cas, ben, ça se termine en clash, mais le producteur, donc Booba ou 50, continue de gagner de l'argent sur l'œuvre de l'artiste avec lequel il est en bif, tu vois. Donc, si tu es à la place de l'artiste, tu continues de faire gagner de l'argent à ton adversaire. Et ça, j'imagine, tu vois, je me suis jamais retrouvé dans cette situation, mais que moralement, presque philosophiquement, là aussi, il doit y avoir une espèce de dédoublement de personnalité où, en fait, moi, l'artiste, je fais gagner de l'argent à cette personne, mais en fait, en tant qu'homme, on s'entend plus du tout et j'ai plus du tout envie de Ça change le collaborer. rapport de force. Hein.
Et ouais, De fou. je me rappelle que 50 il se foutait de la gueule de Game en disant vas-y, continue de me clasher, même sur les morceaux sur lesquels tu me clashes, je gagne de l'argent, tu vois. Et puis je crois que Booba, il avait dit je me suis acheté une zombie avec l'album L'argent d'Ipséité. d'Ipséité, exactement. Je viens d'acheter 2 ans, mais avec l'argent d'Ipséité. Et le rap, en plus de ça, a cette culture du bif qui va encore exacerber la compétition. Et pour citer le clash du moment, je pense évidemment à Kendrick et Drake. On en a parlé dans l'épisode précédent, mais entre-temps, tu as par exemple Kendrick qui a performé le clash Not Like Us dans tous les plus gros événements musicaux de la planète, littéralement, les Grammys, le Super Bowl, etc. Donc il est en train d'insulter Drake devant la planète entière. Le public, et notamment d'autres stars dans le public, entonnent le refrain avec le sourire. Ouais. Et donc, il y a un truc où tout le monde un peu se pose la question de purée, mais Drake, Comment il va comment là Ouais, c'est ça. Comment il va, C'est Drake, clair. tu Surtout vois qu'il y a la viralité des réseaux sociaux, c'est un killer, hein, parce que il y a des vidéos tous les jours sur TikTok, mais je reçois 4, 5, 6, 7 par jour de gens, des randoms, en fait, qui ont parfois même rien à voir avec le rap, en fait, et qui se mettent à faire la danse, la fameuse danse de Kendrick qui la performe sur le Super Bowl, Ouais. en fait, et puis C'est qui trendy, en reprennent fait. le Say Drake, tu Ouais. vois, un peu... Et c'est pas ici pour. Enfin, dans le sens où ça m'intéresse de savoir la santé mentale de Drake, mais je vais pas non plus. Enfin, c'est quelqu'un qui va plutôt bien musicalement, typiquement, financièrement. C'est un gros vendeur et tout ça. Donc, Il a encore fait c'est un pas numéro pour 1 là, avec la sortie de Party avec Next l'album Door. avec Party Next Door, voilà. Ouais, Mais même là, ouais. en fait, c'est une big resta et je sais pas comment c'est dans sa tête actuellement de voir la planète entière qui est en train de trender et de se foutre de sa gueule, tu vois. Et bref, donc voilà, beaucoup de compétition, beaucoup de pression, beaucoup d'ego, d'instabilité. C'est un cocktail particulièrement défavorable pour rester en bonne santé mentale. Et il y a des études qui viennent le confirmer concrètement. Il y a celle, par exemple, du collectif Cura, C-U-R-A, qui travaille sur ces questions précisément. Salutations à Shkid, un des membres fondateurs. Et dans leur étude parue en 2022, il ressort que 40% des artistes interrogés affirment à ce moment-là se sentir déprimés au moins une fois par mois, plus de 10% plusieurs fois par semaine. 38% des artistes qui répondaient sont extrêmement anxieux et anxieuses. Et les plus touchés, c'est les jeunes de moins de 24 ans et les femmes, qui sont particulièrement exposées au quotidien à cet environnement qui est malheureusement sexiste. Et enfin, plus de 75% des interrogés estiment ne pas être assez informés sur les risques sanitaires liés à leur activité. Là aussi, je pense que c'est un point très important. Il n'y a pas d'accompagnement psy prévu automatiquement pour les artistes par notamment les maisons de disques. Alors qu'on l'a vu, c'est un milieu qui augmente les risques et je pense vraiment qu'il y a une responsabilité du secteur, notamment les labels, les maisons de disques, les producteurs, etc., à entourer, encadrer, protéger leurs artistes ou au moins les informer. Et ben, à cet effet, notamment Cura, le collectif fournit un annuaire qui regroupe tous les médecins, les thérapeutes, les associations d'aide spécialisées dans l'accompagnement des troubles liés à la pratique musicale. Bon, ça, c'est pour le côté français, mais si jamais rendez-vous sur cura-music.org, cura-music.org. Ah, puis il y a des formations aussi, si vous testez un peu, là, j'ai googlé. La Haute École de musique de Genève, par exemple, en 2025, elle a prévu des formations, la santé des musiciennes et musiciens. Donc c'est cool, ça commence, on commence à en parler, on commence à mettre des choses en Ça place. rentre dans l'agenda, ouais. Mais, comme j'ai dit, les labels prévoient pas ça forcément automatiquement au moment de signer avec les gars. Allez, tiens, tu vas aller suivre cette formation, on va te mettre un psy à disposition si tu as besoin de parler, tout ça. Et souvent, d'ailleurs, même dans le monde du cinéma, moi, bref, j'ai un agent dans le monde du cinéma, mais il me disait, je fais beaucoup aussi de psychologie avec mes acteurs, actrices, etc. Et des fois, en fait, c'est ça, tu te retrouves à faire de la substitution avec peut-être ton chef de projet, si on revient dans le cas de la musique ou Ouais. comme ça, mais c'est À pas des défaut spécialistes, d'eux, ouais. tu vois. À défaut d'eux, ouais. Donc, bref. Voilà pour la parenthèse sur la santé mentale dans la musique. Ok, tu voulais nous parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un vecteur de multiplication des crises d'angoisse. Ça peut provoquer énormément de stress et jouer sur la santé mentale des gens. Il y a un rapport d'addiction aussi, en fait. Et tout le temps, notamment moi, mais moi, je le dis même à titre personnel, quand je poste une story, un reel, tu vois, on poste les reels et tout, tu vas aller un peu toute la journée aller checker Pour les check chiffres. les Il chiffres. y en a un qui marche un peu moins bien que l'autre. Et nous, c'est à des échelles, mais micro, tu vois. Mais quand t'es comme ça, dans des enjeux, t'es une superstar, tu sors ton nouvel album, ton truc, tu vas voir les commentaires, le nombre de vues, le nombre de likes et tout ça, si ça marche moins bien. Et même nous, je sais qu'avant de poster un réel ou quelque chose, on check un peu notre charge mentale parce qu'on sait que derrière, il va falloir un peu répondre sur les différents commentaires, enfin les différentes interactions. Donc, il y a quand même ce truc. Et ça, c'est à notre petite échelle. Alors, j'imagine pas s'il y avait des millions de followers que ça devrait être. Et parfois, certaines personnalités se mettent à répondre elles-mêmes à certains followers parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus. Ils sont en fait
Acculé. Ouais, acculé. Et c'est quand même des milliers et des milliers de commentaires. Donc voilà. Et du coup, c'est pas. C'est vrai que là, on n'a même pas parlé de la question du harcèlement, du cyberharcèlement, Ouais. en fait, qui peut se retourner comme ça, de façon consciente, inconsciente, volontaire ou involontaire. Mais encore une fois, si tu fais un bad buzz, alors il y a des bad buzz pour lesquels bon, tu aurais pu éviter d'aller dans cette direction. Mais je veux dire, encore une fois, selon l'artiste, tu vois, tu sors un truc et il n'y a que des gens qui t'envoient des commentaires Mais négatifs. parfois, et tout ça, c'est ça même fait pas. mal. Parfois, c'est sur des gestes complètement anodins, en fait, Ouais. qui sont même pas des bad buzz. C'est-à-dire que les commentaires haineux et le harcèlement, le phénomène de harcèlement, provoque des bad buzz, en Ouais. fait. Il suffit qu'une personne, je sais pas, fasse une vidéo avec son enfant. Pourquoi tu mets ton enfant dans Ouais. une vidéo? Pourquoi tu montes ton enfant? Etc. Alors que c'est ce qu'elle quelque a chose vite, de ouais. totalement innocent, totalement anodin. Et tu vois, moi, encore une fois, par exemple, quand on se prend un commentaire sur Maskoff et tout, et je dis pas que ça me bousille la journée, mais ça me travaille. Tu sais, je me dis, il faut que j'y réponde. Je vais y répondre comme ça. Les gars, on s'écrit, ouais, les Ah, gars. bien ça sûr. va, Ouais, ça c'est une va, charge c'est- mentale, c'est clair. Donc, en tout cas, ça prend du temps et de l'énergie. clairement, Donc, imagine à des échelles où tu as des vidéos qui font des millions de vues, que tu es attendu au tournant par toute la planète. J'ose pas imaginer. Ouais. Non, c'est clair. Si on abordait la question des exemples Oui. anti-santé mentale, qu'est-ce que tu as à nous dire, Jose? Oui, parce que là, effectivement, on a posé comme d'habitude. On a peut-être, c'est aussi une critique qu'on nous fait, mais moi, je pense qu'on est obligé de passer par là, c'est-à-dire en termes structurels, de passer par des postulats pour que les gens comprennent bien comment est-ce qu'on cadre la question. Donc là, on était sur le côté théorique, et là, on rentre un peu dans l'analytique pratique. Alors oui, premier sous-chapitre, là, c'est, on a dit ça, entre guillemets, anti-santé mentale, c'est des artistes, notamment là, des rappeurs, qui vont parler de leur propre santé mentale, mais qui vont revendiquer fièrement de ne pas aller chez le psy. Et tu l'as cité au début de l'épisode Wetou avec l'exemple de Booba dans Ma Couleur, dit Jack, 10 bouteilles de Jack. Et ça fait complètement écho à un autre morceau qui était sorti en 2006, Au fond de la classe, en featuring avec Intouchable. Donc Booba toujours qui dit 6 pieds sous terre, je suis à la CICAP, le monde est stone, on dit les psychiatres. Donc là, référence au groupe Les Psychiatres de la Rime qui avait un morceau qui s'appelle Le monde est stone, mais en même temps, le monde est stone, le monde qui part en steak, qui justement est fonce-dé, quoi. Et il termine en disant il faut que j'en parle avec ma bouteille de Jack. Donc là, il y a vraiment un lien entre les deux, c'est-à-dire quand je vais aller mal, je vais aller me confier à ma bouteille de whisky, Jack Daniel très concrètement, et ne pas gaspiller de l'argent, du temps, de l'énergie avec des personnes du monde de la Médical, psychiatrie, ouais. quoi. En 2002, dans Strass et Payette, déjà, il disait les mecs, arrêtez les cachetons au quartier, ça sent le Tranxène 500. Anti-Schmidt, fonce Carochite, ça sent le SL 500. Donc là aussi, tu vois, il faisait un lien en fait entre le arrêter de prendre des cachetons, etc. Et nous, on est fonce carochite en gros, donc on va substituer la prise de médicaments. En l'occurrence, le Tranxène 500, c'est un anxiolytique qui traite l'anxiété. Et donc là, en fait, moi, je suis plutôt fonce D au fait de fumer du shit, quoi. Et puis dans Benigni, beaucoup plus récemment, donc 2024, ma mère voulait que j'aille voir un psychiatre. J'ai appelé Soprano. J'ai gardé ma folie au chaud, ma fille au salon joue du piano. Donc on voit bien là chez Booba qu'il y a justement, c'est un sujet qui revient. Là on parle de morceaux avec 20 ans d'écart, plus même, qui est tourné un peu justement avec de la dérision, du rejet, de la méfiance, de la défiance. Et on va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a une partie qu'on peut comprendre aussi quand on dit arrêter les cachetons, etc. Nous on a tous des exemples malheureusement de personnes. Peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas pris conscience de ça suffisamment tôt. Peut-être qu'on ne les avait pas assez drivés suffisamment tôt pour qu'ils prennent soin de leur santé mentale et qu'ils se sont retrouvés à un moment où la seule solution qui était offerte par le corps médical, c'était la prise de cachet. Et on en connaît malheureusement qui sont dans des situations aujourd'hui que tu te dis, bon, on ne sait pas si ça allait vraiment on n'a pas l'impression qu'ils soient revenus. Ouais. Exact. Donc, il y a ce côté où je comprends cette défiance à l'égard du monde médical, mais c'est vrai que quand tu traces justement la ligne un peu, tu vois Booba qui est là en mode, ok, tu vois, j'ai gardé ma folie au chaud, je suis parti en couille. Donc, le fait qu'il assume en fait que, je suis un peu ouf et tout, mais je me suis débrouillé de mon côté avec ma bouteille d'alcool. Et dans son cas, c'est un biais de survivant, on va dire, on peut considérer qu'il a effectivement une carrière incroyable, etc. Et puis, il n'a pas l'air, effectivement, il a l'air d'être fonctionnel, en tout cas, on peut le dire. Après, typiquement, des fois, il y a des sorties aussi sur les réseaux où tu te demandes où il en est en ce moment, tu vois. Où ça va. Mais c'est un gars, tu vois, il continue de gérer sa carrière, tout ça. Mais ça reste un exemple, alors que pour d'autres personnes, typiquement, consommer du Jack Daniel, c'est pas la solution, les gars, tu vois. Donc après, c'est toujours aussi les rappeurs qui parlent en jeu, et lui, il a toujours revendiqué le fait que, bon, je suis pas forcément un exemple pour vous, tu vois. Mais tu te poses aussi toujours la question de à quel point ça va influencer dans ton public, notamment les plus jeunes.
D'autres personnes, il y aurait plein d'exemples, hein, mais je pense à Dinos. Dans le morceau Quand les Kaira pris, ça c'était en 2019, il disait on pense qu'à faire l'argent, l'hiver, l'automne, l'été, on pensera au bonheur une fois que nos parents ne seront plus endettés. Mentir ne sert à rien, je te dis que ça va, mais regarde-moi, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui va bien? Donc bon, jolie punchline, tu vois, je te dis que ça va, mais est-ce que j'ai l'air vraiment de quelqu'un qui va bien? Et 2020, dans 93 mesures, ou 93 mesures, je peux pas aller chez le Boumara parce que j'ai peur du ciel, donc le marabout. Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de Tess. Ah, J'ai ouais. plein de principes stupides que je dois respecter. Quand on me demande pourquoi, je réponds parce que c'est comme ça au quartier. Et celle-ci, elle est, je trouve, hyper explicite. Ouais. Tu vois, ce truc de, OK, nous, et nous, lui, hein, moi, je sais pas ce que c'est de grandir dans une cité, mais en tant que mec de Tess, on fait pas ça. On va pas chez le psy. Ouais, c'est un c'est pas code, des ouais. choses que... Exactement, ça va pas être réceptionné de bonne manière. Donc voilà, des exemples, on en aurait encore plein d'autres, hein, mais il faut qu'on avance aussi dans notre échantillon. Donc je donne la parole à ma main Kay, avec des exemples qui parlent là de problèmes, un peu plus frontalement, qui ne revendiquent pas forcément le fait de ne pas aller chez le psy, mais qui ne le suggèrent pas non plus. Hein, c'est Non, ça. exact. En fait, qui parle de santé mentale sans suggérer, sans donner de pistes, sans parler d'appel à l'aide, sans conseiller de s'en sortir, quoi que ce soit. Donc, nous, on va aller aux États-Unis maintenant. On va aller donc dans le sud des États-Unis, au Texas, à Houston, plus exactement, la ville de Beyoncé et de Travis Scott. Ouais. Mais là, on va parler d'un groupe qui s'appelle les Ghetto Boys. Les Ghetto Boys, c'est 3 membres. C'est Scarface, qui est le leader, Willie D et Bushwick Bill. En juillet 1991, ils font un morceau qui s'appelle Mind Playing Tricks on Me. C'est le son emblématique du groupe. C'est d'ailleurs, dans leur carrière, c'est le son qui a été classé le plus haut dans le Billboard. Ils n'ont jamais fait mieux, à la 23e place. Donc c'est un bon succès commercial et c'est surtout un gros succès critique parce qu'avant, il a été beaucoup cité par d'autres rappeurs et la presse spécialisée, mais il a aussi été interprété en live aux Grammy Awards par Scarface. C'est un son qui a inspiré énormément d'artistes, donc, comme Lil Uzi Vert, Juice WRLD, Kid Cudi, il en parle dans le magazine Complex, dans un interview en 2012. Il dit que Mind Playing Tricks on Me, c'est son morceau favori au monde, et que Day and Night, donc le son que Kid Cudi a fait, qui est son banger, hein, qui a lancé sa carrière, c'est pour lui sa propre version de Mind Playing Tricks on Me. Donc, rappelons juste que Mind Playing Tricks on Me, si on devait traduire, c'est mon esprit me joue des tours. Ouais. Ouais. Je voulais en parler un peu plus tard. Enfin bref, mais c'est bien de le préciser. En français, c'est mon esprit me joue des tours. Donc, c'est aussi un morceau qui a inspiré des gens comme Biggie dans One More Chance. Il le cite dans son deuxième couplet, dans le titre. Alors, c'est One More Chance, mais c'est la version de l'album. Hein. C'est pas la version Le remix. le remix qu'on connaît tous, celle qu'on joue en club, etc. Parce que c'est pas vraiment le même morceau et c'est pas non plus les mêmes lyrics. Dans le deuxième couplet du titre, Biggie il cite les 3 membres, il cite le titre de Mind Playing Tricks et On Me, et il interprète l'instru dans le beat, en fait, à travers le beat, il le fait lui-même, il fait le pim 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 pim. Et ça, vous savez, je refais encore. En fait, ce petit riff de guitare, en fait, c'est devenu vraiment le classique qu'on reconnaît tout de suite, qui est vraiment, ça montre à quel point ce morceau a été son marqueur, quoi. Voilà. S'il est comme ça aussi marquant, en fait, c'est aussi déterminant, c'est que c'est un des tout premiers sons qui parle de santé mentale, donc qui parle de ne pas être bien, de nourrir des symptômes de maladie mentale, comme la paranoïa, le stress, la dépression. Et ça, c'était plutôt assez rare à l'époque, en 1991, dans le gangster rap. Comme j'ai dit, c'est un son qui aborde la question des angoisses et des traumatismes, mais liés à la vie de gangster. Hein. Donc, c'est la pression liée à la concurrence, la peur de mourir, la peur de terminer en prison. C'est des lyriques sombres, c'est avec des termes crus, ça parle de violence, de dépression, de drogue, d'anxiété, de paranoïa, d'insomnie, d'hallucination d'ailleurs, et puis de pensées suicidaires aussi.
si on fait la genèse du son, en fait, Scarface, quand il s'est inspiré d'une conversation qu'il avait avec sa grand-mère. Donc, il voyait qu'elle parlait toute seule parfois. Donc, quand il allait lui demander pourquoi elle parlait toute seule, eh ben, elle lui répondait « It's nothing, just my mind playing tricks on me ». C'est ce qui voudrait dire, ce qui veut dire, c'est rien, c'est juste mon esprit qui joue des tours. En fait, dans ce qu'on comprend dans cette phrase, en fait, c'est une réponse définitive. Ça veut dire qu'il n'y a pas à aller plus loin que ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Et puis, justement, ça ramène à l'attitude que les rappeurs, ils ont, en fait, enfin, les 3 rappeurs, ils ont par rapport à la santé mentale, c'est que, en fait, tout ce stress, toute cette pression, toute cette dépression, tout ce malheur, eh bien, ça fait partie du game. C'est comme ça, on fait avec, c'est la vie de gangster, on l'a choisi, c'est comme ça. Il n'y a pas d'appel à l'aide, il n'y a pas de conseils pour essayer de s'en sortir. Et ben voilà, donc ça s'arrête là. Ce morceau, finalement, on l'a dit, on l'a répété, il a été marquant, mais il a été aussi marquant pas seulement pour les rappeurs, mais vraiment pour l'ensemble de la communauté américaine. Il me semble que j'ai vu une interview sur YouTube d'une personne qui disait que Mind Playing Tricks on Me était cité dans les prêches des églises américaines très souvent, tellement ce son, il a vraiment marqué, c'est une sorte d'hymne à l'anxiété pour beaucoup de jeunes noirs américains, et du coup, c'est vraiment un son qui a marqué son époque, mais qui a aussi marqué la culture en soi. Si on veut parler un peu des artistes en soi, on sait que Scarface, il a détaillé dans son autobiographie Diary of a Madman, The Ghetto Boys, Life and Death of a Southern Rap. Il a détaillé qu'il avait été hospitalisé durant son adolescence après avoir fait une tentative de suicide. Donc voilà, ça c'est pour Scarface. Et Bushwick Bill, alors lui, il a aussi fait une tentative de suicide, mais alors, je vous invite à regarder le petit skit sur Vice TV qui est sur YouTube. On vous mettra le lien dans les inserts. C'est assez comique, c'est tragicomique en fait. Il a fait une tentative de suicide par personne interposée, c'est-à-dire qu'il a demandé à sa copine de l'époque de lui tirer dessus en fait, pour pouvoir toucher l'assurance, pour que sa famille puisse toucher l'assurance vie à sa mort. C'est terrible. Ouais, c'est vraiment terrible. Il cherchait à se faire de l'argent à ce moment-là, il était un peu en difficulté financière et du coup, voilà. Il s'est dit, je me sacrifie. Oui, mais c'est aussi un mélange de substances prises un peu avant. Et du coup, voilà. Et puis, en fait, il a survécu à la tentative de à la tentative de suicide par personne interposée. Ouais. Par la suite, il a été hospitalisé. Et du coup, ça n'a pas marché. Mais en fait, quand on suit le reportage, c'est ses propos à lui. Hein. C'est lui qui témoigne de ce qui s'est passé. Et il le fait de manière assez comique. Voilà, il y a même il y a un anime qui accompagne la story avec. Et puis, c'est Vice TV, qui essaie de banaliser le truc en rendant le truc un peu comique. Et ça en dit long sur justement le fait de vouloir évacuer la problématique de la santé mentale par l'humour, par des petites histoires racontées comme ça, en fait. Ouais. OK. Ouais, je voulais juste ajouter que le suicide, en parlant de suicide, on en parle aussi, Biggie, il en parle aussi, hein, dans Suicidal Thoughts. Ce son, il se termine quand même par une balle de revolver qui se lâche dans sa tête. Et puis, en France, il y a NTM qui a fait un morceau qui s'appelle « J'appuie sur la gâchette », dont le clip et la pochette sont très explicites. Et ce morceau leur a quand même valu d'être accusés de faire l'apologie du suicide. Mais à l'époque, ils ont carrément dû s'en expliquer. Mais c'est aussi dire que une partie du public ne comprend pas, en fait, n'arrive pas à comprendre, en fait, comment, quand on s'exprime dans le rap, en fait, comment on peut répondre à un problème de santé mentale. On pense tout le temps que parce qu'on s'exprime dans un morceau, dans une musique, c'est faire l'apologie du suicide, alors que absolument pas. C'était une dénonciation, c'était en fait aussi... Parler d'une réalité, tu veux dire ? Ouais, c'était une réalité, mais l'apologie du suicide, c'est quand même tout à fait autre chose. Et voilà, bon.
Peut-être rapide précision, mais si vous écoutez ce podcast à ce moment-là et que vous avez des pensées allant dans ce sens, n'hésitez pas à appeler pour le côté suisse le 143, ça s'appelle la main tendue. Voilà. Jos, tu voulais nous parler des injonctions lyricales? Oui, en fait, ouais, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus parce qu'en vrai, pour moi, ça, c'est carrément un sujet d'épisode entier, mais c'est la question des rappeurs qui nous ont justement sommés de nous comporter de telle ou telle manière. Ouais. Moi, en tant qu'en tout cas auditeur depuis longtemps, et notamment à l'époque jeune auditeur, je sais que le rap a influencé, formé, cadré un peu ma manière de penser, etc. Et notamment, on a entendu beaucoup de rappeurs qui nous disaient moi, je pleure pas en public, c'est interdit de pleurer en public, etc. Et pour revenir mettre ça en contexte avec la question de la santé mentale, déjà, on n'a pas beaucoup d'espace pour parler en tant qu'homme, on se confie pas forcément avec les potes, les trucs, etc. Et en plus de ça, il y a les gars qui t'écoutent qui te disent gros, il faut pas pleurer. Pour tu vois. restreindre en plus. Donc ouais. là, tu as vraiment ton eau interne, que ça devient un marécage en fait. C'est-à-dire ça, il y a rien qui sort. Il faut pas comment dire, il faut pas se détourner des principes de masculinité de base et de virilité, et notamment le fait de pleurer. Ben, c'est une mauvaise performance de la masculinité, tu vois. Donc bon, il y aurait plein d'exemples, mais juste comme ça, comme petit rappel, je me rappelle de Cynic dans un morceau, et c'était le moment où il était au max de son buzz. C'était vraiment, il était en train d'arriver. Il y avait le premier album, le street album, tous ces trucs-là et tout. Et à l'époque, j'ai écouté Cynic. Aujourd'hui, je sais que c'est mis en contexte, ça fait un peu has-been comme ça, mais Cynic, c'était quand même un super punchliner de l'époque. Ouais, une belle plume. Et dans ce morceau Règlement extérieur en 2005, vraiment, il termine avec des articles. Tu vois, il donne un code de la rue comme ça. Et à l'article 13, il dit « Ne jamais pleurer en public !» C'est vraiment en mode « Il faut jamais faire ça », tu vois. Et moi, je me rappelle, ça m'avait marqué, tu vois. Genre, je dis pas que ça m'a complètement empêché. Moi, je suis un mec qui, les larmes peuvent assez facilement monter et tout ça, et je peux l'assumer. Mais voilà, tu vois, je me dis, si j'avais eu moins de confiance en moi et que vraiment, et puis moins de role models autour de moi, justement, peut-être de sensibilité, etc., et que j'écoute mes rappeurs favoris qui me disent, va pas chez le psy, pleure pas, etc. Du coup, les gars, on fait quoi, tu vois? Bref, petite parenthèse, je pense à terme, on aura l'occasion de revenir sur cette question du pleur, parce que c'est clair. vraiment quelque chose de très significatif dans la masculinité. C'est central, ouais. Et peut-être à savoir aussi qu'on a une association à Genève qui s'appelle Minds, qui travaille sur ces questions justement. Elle a toute une campagne en ce moment qui s'appelle Pleure comme un homme. Ils m'ont invité d'ailleurs à participer dans une vidéo pour parler de ces questions-là. Donc peut-être que le moment où le podcast, cet 3e épisode de Mask Off sortira, peut-être que vous pourrez aussi aller checker les contenus avec Minds. Mais en tout cas, ils font un super travail justement. Ils invitent des hommes à participer à des événements, etc. pour aussi un peu normaliser ce truc, renormaliser en fait. Quand t'es un bébé, gros, tu tombes, tu te fais mal, tu pleures, tu vois. C'est le premier moyen qu'on apprend pour communiquer, carrément, c'est pleurer, tu vois. J'ai faim, je pleure, j'ai besoin de ma mère, je pleure, et puis en fait, il y a un moment où on me dit, faut plus le faire. Ah mince, on fait comment, tu vois. C'est ça surtout. Il y a la question du qu'est-ce qu'on fait après, on n'y répond pas. Kay, t'as parlé avant de la défiance vis-à-vis du monde de la psychanalyse, de la psychiatrie. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Alors juste pour un petit rappel, il faut bien faire la différence entre la psychanalyse et la psychiatrie. Le psychanalyste, il a un diplôme universitaire en psychologie, c'est une profession réglementée. La grande différence avec le psychiatre, c'est qu'il ne peut pas délivrer d'ordonnance médicale parce qu'il n'a pas fait d'études de médecine, donc il n'est pas habilité à faire des diagnostics médicaux. Alors que le psychiatre, oui. Donc il faut bien faire cette différence-là, en fait. C'est juste pour rappel. Hein. Ouais, t'as raison, parce que quand on dit psy, en fait, c'est un Exact. préfixe comme ça, mais psychanalyse, psychologue, psychothérapeute, psychiatre. Voilà, donc c'est pas chez le psychologue ou chez le psychanalyste que tu vas recevoir tes médicaments, c'est chez le psychiatre. Donc, moi, j'ai énuméré plusieurs pistes. Hein. C'est vraiment des pistes. Hein. C'est ce qui pourrait mener à la défiance vis-à-vis du corps soignant, notamment dans la psychiatrie et la psychanalyse. C'est que, par exemple, en exemple, il y a des médecins qui ne comprennent pas forcément leurs patients parce que, de par les origines sociales et culturelles, en fait, il peut y avoir un décalage. C'est-à-dire que, on aurait un médecin et un patient qui sont de classes sociales, d'origine sociale complètement différentes. Et du coup, il peut y avoir certaines incompréhensions, peut-être des réflexes, des choses qui sont dites, qui vont être mal pris, ou bien un patient qui va pouvoir s'exprimer car il aurait un problème de langage, par exemple, et puis le médecin ne pourrait pas bien le comprendre, donc ça peut arriver. Il y a
des patients qui n'ont pas forcément les codes sociaux qui permettent de comprendre la démarche psychanalytique et puis qui, par la suite, finissent par perdre patience. Par exemple, on connaît tous une personne qui vient dire « Ouais, moi, je suis allé chez le psy. Et puis, ça n'a rien changé. Après c'est une ou juste deux fois séances. après une. Voilà, donc ça, c'est aussi un problème. J'ai nommé les déterministes sociaux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un déterminisme social comme la famille, la classe sociale, parfois même un environnement culturel ou bien la religion. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur un truc, c'est que en fait, dans Mind Playing Tricks on Me, il y a un moment donné, la seule échappatoire que Scarface essaie d'avoir, en fait, dans son deuxième couplet, il dit qu'il va à l'église, qu'il va prier, mais que là encore, il ne trouve pas de réponse. Donc, c'est que là, même là, en fait, il ne trouve pas de réponse et donc il n'y a pas de solution, en fait, à son stress et à ses problèmes de santé mentale. Une autre piste que j'ai énumérée, c'est le syndrome méditerranéen. Enfin, ça, c'est le problème du syndrome méditerranéen. Alors ça, c'est totalement autre chose. C'est pas de l'ordre de la psychiatrie en soi. Et en plus, c'est dans tout le corps soignant que ça se passe. Le syndrome méditerranéen, c'est quand un médecin, dans le corps médical, dans le corps soignant, il y a un refus de prendre en compte la douleur de la personne. Donc, dans le corps médical en Occident. En Occident, oui, je précise. Okay. En Occident, quand on a un corps médical ou un corps soignant, on va dire, d'origine occidentale, il peut s'installer une tendance, dans le cas du syndrome méditerranéen, à ne pas prendre en compte la douleur de la personne qui ne vient pas des pays occidentaux, en fait. Et bon, là, il s'agit carrément de racisme, donc c'est encore un autre sujet, mais c'est une piste qui peut décourager certains patients à aller voir un médecin, un psychiatre. On a en plus malheureusement des cas hyper graves d'enregistrement même. Bien Alors là, c'était pas forcément le côté syndrome méditerranéen, mais sur ce truc de pas prendre au sérieux, de pas prendre vraiment le temps de capter quel est le problème, etc. Notamment des appels aux urgences en France. Là, cet exemple de la femme qui avait appelé en disant j'ai mal au ventre, là j'ai vraiment trop mal. Et la meuf aux urgences qui dit non mais tranquille et tout. On entend dans les enregistrements. C'est pas grave et tout ça. Et puis après, effectivement, la meuf elle est morte, tu vois. Donc on n'a pas pris au sérieux. Et la meuf elle avait un accent, je sais plus si elle était d'origine congolaise ou un truc comme ça. Donc la meuf au bout du fil, en tout cas, on l'a taxée de racisme parce qu'elle n'a pas pris au sérieux cette réclamation. Donc il y a effectivement... et puis le nombre de gens aussi qui disent que quand ils vont se confier sur les questions de racisme structurel, y compris dans des séances psy, le psy n'est pas capable de capter, tu vois. Oui, non, mais c'est bon, ça c'est bon, c'est pas... C'est pas ici, ça c'est aux existe États-Unis, plus, voilà. voilà. Ouais, même de s'étonner que ça existe, tu vois. Oui, bien sûr. Puis justement, dès le moment où on s'étonne que ça existe, en fait, le patient va prendre ça comme une offense parce qu'en fait, lui, il le vit tous les jours. Ouais. Et donc, du coup, on se retrouve en face avec une personne qui est censée vous aider et puis qui vous dit ah bon, vraiment voilà, il ne sait même pas de quoi vous parlez. Donc là, c'est déjà mal barré, quoi. Encore une autre prise que j'avais trouvée, c'est que parfois, le médecin, comme il ne comprend pas son patient, en fait, il aura une tendance à systématiser la prise des médicaments, c'est-à-dire qu'il va faire plein d'ordonnances et il peut y avoir des problèmes de surcharge médicamenteuse sur certains patients. Par exemple, je crois qu'il y a Joe Budden qui en avait parlé, en fait, qu'il était tout le temps, il était devenu addict aux médicaments, il me semble, voilà. Il y a dans le groupe Slum Village, en fait, il y a un passage dans un morceau qui s'appelle Reunion qui a été fait en 2002, où en fait, c'est Elzhi, un des rappeurs, qui s'adresse à un autre rappeur, un ancien membre, qui à ce moment-là n'était plus là. Il est revenu un peu plus tard avant de décéder. C'était Batin. Et il lui reproche d'être dans les médicaments, alors qu'avant, il prenait des herbes et faisait de la méditation. Donc, il y a aussi... c'est-à-dire une défiance vis-à-vis des médicaments, en fait. C'est-à-dire que c'est assez mal vu. Ouais, je me rappelle que Elsa, il termine son couplet par Get Your Mind Right. Exact. Ressaisis-toi, en fait. Ressaisis-toi, exactement. Ouais. Et en fait, la dernière piste que j'ai trouvée, c'était les problèmes économiques, tout simplement. Les gens vont parfois pas du tout se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ouais. Y a les exemples qui sont anti-santé mentale et il y a ceux qui sont un peu à double tranchant. Donc, Géos, toi, tu avais quelques exemples à citer? Ouais, quand on dit à double tranchant, c'est-à-dire il y a des artistes qui parlent de santé mentale de façon explicite, mais tu sais pas exactement l'intention derrière. Est-ce que c'est pour jouer la figure de l'artiste torturé, le génie? Est-ce qu'on le tourne en mode romantique?
Moi, je me rappelle de Vald dans son morceau Kid Cudi qui est sorti en 2017. Donc, c'était une époque où Kid Cudi avait justement ouvert complètement la discussion sur le fait qu'il avait des problèmes de dépression, qu'il avait pensé au suicide, etc. D'ailleurs, là, j'ai même retrouvé un article de la BBC où il dit, où il parle publiquement comme ça du fait que bah, je vais pas bien et je vais me faire soigner parce que si c'est pas le cas, bah, là, j'aurais commis quelque chose de grave. Pour moi-même. Donc Kid Cudi avait complètement. D'ailleurs, c'est un des premiers à avoir abordé ces questions très explicitement et même en dehors de son art, tu vois, Kid Cudi. Et donc, Vald, en 2017, il y a le morceau qui s'appelle Kid Cudi et tout son refrain, c'est J'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. J'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. J'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. Et t'es là un peu, c'est bizarre, tu vois, dans le sens où c'est intéressant de se dire, regardez les gars, en fait, on va tous mal, mais en même temps, bah, tu vois, connaissant le personnage de Vald, qui tourne plein de choses en dérision, moi, je l'avais eu aussi en interview, je l'avais un peu questionné là-dessus, je l'avais même demandé, mais dans le clip, il n'y a même pas forcément de prévention ou de message, tu vois, tu parles de suicide, en général, on te conseille justement, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de la main tendue ou des trucs comme ça, c'est que le fait d'en parler, parfois, s'il y a des personnes qui sont en train de consommer un contenu et qu'elles ont peut-être déjà des envies suicidaires et qu'il y a des gens qui parlent de suicide un peu comme si c'était normal, parfois ça peut influencer, même si c'est 0,1%, ça peut un peu précipiter, tu vois, la chose. Je suis pas en train de responsabiliser Vald en disant à cause de Vald, il y a des gens qui sont passés à l'acte, hein, qu'on se comprenne bien. Mais même si ça augmente un tout petit peu tes pensées, bah, je trouve qu'il faut vraiment faire gaffe avec ça, tu vois. Et pour moi, c'est justement tout l'emballage qu'il y a autour. Est-ce que c'est suffisamment accompagné avec de la prévention, tout ça, tout ça. Et typiquement, là, dans le cadre de Vald, même si je comprends aussi qu'on n'en fasse pas un truc hyper pathos et tout, tu vois, l'art, c'est aussi ça, c'est réussir à transformer des choses sombres en choses jolies. Donc, je capte totalement le côté esthétique qu'il faut amener dans la création artistique. Mais dans le cas de Vald, avec ce morceau Kid Cudi, ça m'avait un peu interpellé, justement, de à quel point ça devient juste un truc un peu marrant. Ah, les gars, moi aussi, j'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. Ah, moi aussi, j'ai envie de me. Purée, les gars, c'est quand même. Enfin, quand on arrive à ces pensées-là, et moi, je C'est dis, ça sérieux. m'est encore jamais arrivé, tu vois, mais c'est pas un truc à non plus à trop prendre à la légère, quoi. Ouais. Tu vois. Et ouais, puis on peut se demander aussi si l'industrie musicale, elle n'est pas aussi responsable en fait de cette banalisation de la question de la santé mentale. Parce que quand elle mise sur beaucoup d'artistes qui en parlent, et bon, ça on le sait que c'est pas seulement pour le rap, hein, c'est aussi pour tout un tas d'artistes. Et, avant ça, il y avait Nirvana qui parlait Ouais. souvent de ça. Il y en a toujours eu en fait. D'ailleurs, quand on sait le succès à la base que des poètes comme Verlaine ou bien Baudelaire ont eu à l'époque, on sait que justement c'est quelque chose c'est un thème qui peut être vendeur. Et donc on peut se demander si l'industrie musicale elle-même, elle favorise pas justement, par exemple en mettant en couverture de rap, d'un magazine rap, en fait, un artiste emo comme Lil Uzi Vert, Juice WRLD, XXX, Lil Peep, etc., dont certains se sont suicidés quand même, dans des situations un peu voilà, où ils sont tout tristes, ou alors ils sont dans des positions vulnérables, parce que ça fait vendre, parce que voilà, c'est devenu une espèce de trend, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien que tu mettes ça aussi. C'est-à-dire que quand on critique les artistes, là, par exemple, je critique Vald, mais encore une fois, derrière, il y a toute une chaîne de validation. Il y a la maison de clair. disques, il y a le Bien truc sûr. de distribution, il y a la plateforme même Bien sûr. de streaming. Et tu t'es dit, bon, il y a peut-être personne dans l'équation qui s'est dit, attention les gars, on est en train de parler de choses tellement deep et mobiliser des choses qui peuvent être. Si t'es complètement stable au moment T, bah évidemment, on peut parler de tout, on peut entre guillemets rigoler ou punchlineiser n'importe quel sujet, tu vois. Mais il faut, moi je pense quand même se poser la question dans mon public, même s'il y a 1% de personnes qui sont actuellement peut-être pas au max de leur forme, est-ce que je peux leur livrer cette œuvre-là sans aucun emballage de prévention, etc. Ouais, puis il faut partir du principe que le public, il n'a pas tous le même recul par rapport C'est ça. à la musique. C'est-à-dire Exact. que moi, je me rappelle de l'album du titre Nirvana de Doc Gynéco, Ouais. en fait, où tout le monde rigolait, de danser là-dessus. Voilà, c'était presque un morceau un peu festif. Mais il n'y a pas tout le monde qui va recevoir les choses comme ça. C'est pour ça. Et parfois, justement, on peut comprendre parfois les critiques de personnes qui ne sont pas habituées au code du rap, en fait, et qui pourraient croire que c'est
une apologie au suicide. Enfin, C'est intéressant ce que tu dis parce que si on met dans une sorte de perspective historique, il y a toujours eu un peu des rappeurs qui ont un peu surfé sur la vague. Si on regarde par exemple ODB, qui dans son imagerie, dans ses textes, etc., il a construit tout son premier album sur l'idée un peu fantasmée qu'il était un peu fou. Il y avait même ce featuring avec Busta Rhymes, qui était le remix de Hoo-Ha, Got You All in Check, où en fait les deux, ils portent des camisoles de force, ils sont dans une pièce avec des murs coussinés, où tu as un peu l'impression qu'ils sont les deux sous substance, le côté un peu, ouais, c'est des oufs. Ils ont beaucoup fantasmé là-dessus, ils ont beaucoup joué dessus. Il y a Method Man aussi, qui dans son clip Release Yourself à l'époque, qui était aussi avec une camisole de force, comme s'il devait se protéger de lui-même. Donc il y avait encore ce truc où on a un peu beaucoup historiquement surfé sur cette vague-là. Il y a le fameux titre dont tu as parlé avant, Insane in the Brain de Cypress Hill, où on a tous fait des pogos dessus dans les soirées. En fait, le gars, il est clairement en train de nous dire je vais pas bien dans ma tête. En fait. Et même ça a été repris plus tard par D6 dans le morceau Je pète les plombs. Je suis un dingue dans ma tête. Exactement. Ouais. Et donc, il y a quand même ce truc où on a toujours un peu joué, pas tout le monde, on a un peu toujours joué sur ces codes-là. Et ce qui est un peu triste, c'est que dans la réalité, en fait, les choses se sont rattrapées. C'est qu'en fait, ODB, malheureusement, il est mort suite à la surconsommation de substances. Busta Rhymes, il a avoué être passé par une dépression assez sévère. Method Man, il a aussi avoué passer par des crises d'anxiété assez importantes. Donc, toi, il y a quand même ce que tu propages et il y a aussi ce que tu vis dans la vraie vie. Et qu'on se comprenne bien, on n'est pas du tout en train de dire le karma. Hein. Non, du tout. Non, du pas tout, du tout. Mais c'est intéressant de se dire, regardez, il y a 20-30 ans, cette figure-là, la camisole, l'abri complètement, les murs matelassés, Ciné, ouais. parce que, et on en fait un truc un peu drôle, trendy, etc. Et puis en fait, certains de ces gens-là, finalement, traversent la vraie vie qui est faite de ces questions de santé mentale. Et ce qui serait intéressant, c'est de leur demander, est-ce qu'aujourd'hui tu tournerais ton clip de la même manière, tu vois ? Peut-être qu'ils te diraient oui, pour moi c'est complètement ma partie artistique et là, mais il y a ma partie de la vraie vie. Moi, je suis prêt à l'entendre, tu vois. Mais c'est toujours cette question de à quel point on banalise et on enlève le côté sérieux d'un sujet, tu vois. J'ai pas de souci avec rigoler sur pratiquement tous les sujets, mais à quel point on va contribuer justement à le dénoter, à enlever sa charge symbolique qui peut justement quand même amener à d'autres questionnements beaucoup plus profonds, tu vois. Ouais, Juste genre, il me suicider, insane in the brain, tout est... Ouais, je suis un ouf, je suis un psychopathe, mais en fait, du coup, quand quelqu'un te dit, gros, là, je vais vraiment pas bien. Non, mais t'inquiète, ça va aller, c'est bon. T'es un peu fou, mais t'inquiète. Ça va aller. Pars pas en steak, gros, t'inquiète, tu vois. Et puis, On rappelle aussi que c'est pas tous les artistes qui prennent pas au sérieux la santé mentale, qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui en parlent très ouvertement et offre des pistes pro santé mentale, en fait, on va dire. Yeah. Exact. Il y a des exemples positifs. Et donc, brièvement, Géo, si on veut pouvoir tout couvrir. Ouais, bien sûr. J'ai parlé de Kid Cudi tout à l'heure. Donc, lui, en fait, c'est encore une fois un positionnement, y compris sur les réseaux sociaux, etc., où il s'est complètement confié sur les épisodes dépressifs par lesquels il est passé. Dans le cadre du rap français, moi, je trouve intéressant l'album de Luigi. Luigi, donc artiste du label Foufoune Palace, qui a sorti un album l'an dernier qui s'appelle Saison 00. Et en fait, l'album entier, c'est une sorte de mantra comme ça, où tu vois, il se répète. Je crois qu'il s'adresse vraiment à lui-même et à lui-même quand il était plus jeune. Mais tu vois, il y a un morceau, j'aimerais que tu restes en vie, ça va aller. Il se confie aussi beaucoup sur sa jeunesse en lien avec le fait d'être noir, d'avoir les cheveux crépus, de grandir dans des environnements justement paupérisés, etc. Donc il y a vraiment une espèce d'autobiographie et de qu'est-ce que c'est qu'être noir dans les années 2020, y compris sur sa santé mentale. Et il va jusqu'au bout de la démarche, là, c'est qu'il y a 2 interludes où il y a carrément des discussions avec son psy. Donc à la fin du titre Téléfoot, par exemple, il y a son psy qui lui dit... Alors j'avoue que je sais pas exactement, tu vois, c'est quel type de psy... tu vois, quelle est la thérapie, quelle est la méthodologie, on va dire. Ça, je crois qu'il ne le précise pas. Mais là, par exemple, dans le titre Téléfoot, il dit... t'entends son psy qui dit « Alors ça, c'est lié à de l'anxiété. Alors l'anxiété, ça n'a rien à voir avec le stress. L'anxiété, c'est quelque chose que vous avez depuis que vous êtes gamin.
Et tu vois, c'est une petite, tu sais, une petite dose homéopathique comme ça, mais donc là, tu captes que, ah ok, Luigi, il est allé consulter. On lui parle de cette question d'anxiété, de stress qui au final nous touche tous, tu vois. Donc il y a une forme de, bah regardez les gars, en fait, et puis c'est fait de manière artistique aussi, Ouais. parce que tu vois, dire, va chez le psy, tu vois, ça peut être hyper relou aussi, ce côté moralisateur et dire aux gens quoi faire. Il y a aussi ce truc qui peut être relou. Mais là, en fait, la preuve par l'exemple, tu vois. Et il y a une interlude complètement séparée qui s'appelle Docteur Compound. Et en fait, donc Luigi, il est haïtien. Et bah, Docteur Comprendre, ça veut dire docteur comprendre, tu vois, ou qui comprend. Et là, alors là, je vous le lis en entier. Hein. Enfin, ça, je peux vous dire que ce genre de questions que vous vous posez, il y a. Moi, j'ai 80% de femmes dans ma patientèle, donc les mecs se posent très rarement ce genre de questions. Tout ça parce que, bon, le fait d'avoir des questions un peu existentielles, surtout à votre âge un peu existentiel, des questions genre comment devenir meilleur, comment s'améliorer dans la vie, c'est pas le genre de truc que j'ai. J'ai très souvent ça chez les femmes, quoi. En gros, c'est un peu comme si c'était votre partie féminine qui parlait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le psy qui lui dit ça. Alors là, ça ouvre une autre question de, justement, tu vois, dans le monde psy aussi, des fois, la question de déconstruire qu'est-ce qui est purement masculin, qu'est-ce qui est purement féminin. Quand il lui dit votre partie féminine, bon, je sais pas jusqu'à où on va avec la crédibilité médicale pour affirmer ça. Moi, j'ai un peu de la peine avec le fait d'essentialiser tout ça, en tout cas d'un point de vue purement naturel, mais culturellement, c'est vrai que dans nos sociétés, la question du care, tu vois, le fait de prendre soin de soi, des autres, etc., c'est quelque chose qu'on inculque plus aux femmes, aux hommes. C'est clair. Et donc là, en tout cas, que ça ressorte comme ça, c'est interpellant. Mais surtout, voilà, de manière générale, ce truc où il y a carrément une interlude avec son psy qui relate en fait les questions que Luigi se pose lui-même de comment s'améliorer dans la vie, comment devenir meilleur, la question de l'anxiété, le stress, etc. Ben, j'ai trouvé hyper intéressant. Et encore une fois, je vous recommande vraiment d'écouter cet album parce que même dans les morceaux, justement, il y a un morceau qui dit Reste en vie. Il s'adresse à quelqu'un qui a l'air de pas bien aller. Je sais pas s'il parle de lui-même, tu vois, mais il dit J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Et en fait, il y a ce truc plein d'espoir aussi. Bien sûr qu'en ce moment, c'est un peu galère et tout, mais de l'extérieur, mec, t'es encore plein de vie, reste en vie, reste avec nous, tu vois. Ouais. Et justement, il y a un autre morceau où il dit ça va aller, ça va aller. Donc, il y a, tu vois, ce truc de mantra, mais hyper c'est positif, pas ouais. fait non plus en mode t'inquiète, on n'en parle pas, tu vois. Il y a la question du psy, il y a la question d'essayer de voir les choses du côté positif, et surtout, artistiquement, c'est un super album. Donc, je trouve que tu réceptionnes le message aussi, tu vois. Moi, c'est un album qui m'a vraiment connecté au niveau de mes cellules, tu vois ce que je veux dire. Pour passer un peu, parce qu'on aurait encore plein d'exemples, mais mentionner rapidement Stress, le rappeur suisse aussi, en fait, dans son album Sincèrement, il avait aussi des interludes comme ça d'entretien avec sa psy, en l'occurrence. Et puis, tu as cité tout à l'heure J. Cole. Alors, J. Cole, c'est intéressant parce qu'il a ce morceau qui s'appelle Friends, dans lequel, en fait, il revient justement sur ces questions de médication et de méditation. Et en fait, tout le morceau, donc c'est sorti en 2018, il parle du fait de fumer, etc. Et puis justement, il y a un moment, il dit « J'ai écrit ce morceau pour parler du mot addiction à mes frères, j'espère que vous écoutez ». Justement, il parle du fait qu'à cause du système, etc., ben, on est dans des dynamiques de tomber addict à des substances, etc. Et puis, il dit, bah, regardez, avec tout ce qu'on vit, etc., normalement, c'est des choses qui devraient nous interpeller pour aller en thérapie. But you know just how it go in our community. Mais tu sais comment ça se passe dans notre communauté. Tu vois, en mode, c'est pas si normalisé justement d'aller en thérapie, tout ça, tout ça. Et donc, au niveau du refrain, il dit meditate, 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 don't medicate. Et là, il inclut en fait dans la médication aussi les substances, donc le fait de fumer de la marijuana, etc. Mais tu vois, il donne aussi là une petite recommandation de les gars, respirez, méditez, posez-vous, réfléchissez à votre situation, essayez de vous lancer dans ces introspections, même si c'est pas facile et tout. Mais je pense que c'est, là encore une fois, bien dosé, tu vois, au niveau musical, c'est un super titre. Et puis, il dit tout de suite, ouais, je sais que vous allez me prendre pour un moralisateur et tout, mais les gars, il faut qu'on parle. Et puis, il amène ces questions-là, tu vois. Et bref, moi, je trouve que c'est cool. Tu vois, tu dis, on a des bons exemples et tout, mais c'est quand même assez récent, ça. Tu vois, ça n'a pas toujours été le cas d'avoir des artistes qui nous faisaient des recommandations comme ça. Non, c'est pour ça que... Non, mais je sais. Hein, mais... C'est pour ça qu'on avait fait écho avec, justement, les Ghetto Boys. En 91, ils en parlaient, mais sans donner de pistes, sans conseiller de faire appel à l'aide, quoi. Et donc maintenant, on ose plus aussi ouvrir la question sur, bon, bah ok, on a tous posé le problème, maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution ?
Je terminerai peut-être avec un exemple de Isha, rappeur belge que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un titre, par exemple, dans Au Grand Jamais, il dit « J'entends les hurlements des voyous, j'entends les cris des skateurs, j'ai l'air heureux quand je monte sur scène. C'est grâce aux antidépresseurs. » Donc, super rime multisyllabique, tu vois. J'entends les hurlements des voyous, j'entends les cris des skateurs. J'ai l'air heureux quand je monte sur scène. C'est grâce aux antidépresseurs. Le soir j'allume un petit gramme de kush. Tous mes petits frères ont du tosma. J'entends du bruit en boîte chez Wham. Y'a Green Montana dans la Gova. Bref, donc il revient encore sur ces questions, tu vois, de substances, mais en même temps il parle des antidépresseurs, il l'assume. Et il y a une interview qui est faite d'ailleurs avec Shkid, le gars dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a monté le collectif Koura. Je vous encourage à la regarder. Elle est sur la chaîne YouTube de Yard, le média Yard, et il parle pendant 40 minutes de santé mentale. Et Isha, il est vraiment hyper transparent sur ces questions. Et moi, maintenant, je considère aussi l'œuvre en entier, c'est-à-dire il y a les morceaux, mais il y a aussi les artistes quand ils s'expriment sur les réseaux, les sur interviews, YouTube et tout ça, de clairement. quoi ils parlent, tu vois. Et on voit qu'ils sont plus à l'aise aujourd'hui, heureusement. Et je pense que ça ouvre aussi la discussion et l'exemple pour le public, quoi. Et justement, en parlant de ça, tu vois, il y a Black Thought, le rappeur des Roots. Donc toi, c'est Isha, moi, c'est vraiment Black Thought qui est mon rappeur préféré, qui, lors d'une interview, a parlé de ses troubles post-traumatiques. Il faut savoir que lui, il a eu le meurtre de ses 2 parents quand il était vraiment à un âge jeune. Donc il explique dans une interview qu'on vous mettra en référence ce par quoi il est passé et les étapes qu'on constitue à sa thérapie. Il y a Method Man, dont on parlait avant. Il y a une discussion avec Fat Joe aussi. On vous mettra aussi la référence où il parle ouvertement. Donc Fat Joe parle de sa dépression suite à la mort de proches, dont Big Pun, un rappeur qui faisait partie de son collectif. Et Method Man qui parle de ses crises d'anxiété encore actuelles. Donc tout ça, c'est marrant de voir que hors scène, les rappeurs commencent aussi à parler de certaines choses. It felt good to know that somebody's thinking about you or your well-being or your health. You know, I went through depression after my sister died, Pun died, my grandfather, same time. I can only imagine. So I was like 2 years straight going to therapists, and it could be a sunny day, the dark outside. And what I try to tell people is... Was it an aggressive type of depression? No, I went through it. Yeah. Like, I never tried to kill myself or never even thought about that. But I mean aggressive towards the ones around. I was aggressive I was towards just the ones around me. sleeping. I was sleeping in the bathtub with no water running. Wow, yeah. Looking up at the ceiling. And I went to a therapist, and it took me 2 years of beating myself up. And so I tell people, you could be in a gang, you could be in anything. Somebody trying to kill you, just move to another state. Another state, yeah. Right? Yeah. But when you fighting your own brain, it's with you all the time. So you go to the island, you could be in the Fiji island with the bluest water, but you're still fighting that demon. You are. But the illest one is when you do these displays as a cry for help, and people, some see it and just feel like it's a facade, or I don't know how they take it, but there's a lot of times those people don't get help. I mean, in the bathtub, that's definitely cry for help right there. I was bad, yes, sir. Man. Yes, sir. You wanted to display at that point in time, this is what I'm feeling and this is what it feels like. Ain't nothing wrong with that. Il y a Busta Rhymes qui parle aussi de sa gestion du deuil suite au décès de son père. Et je sais qu'à un moment donné, il avait des gros problèmes de santé, ou même c'était devenu une sorte de risée parce qu'on se moquait de sa prise de poids soudaine. Bah, il explique aussi lors de cette interview où là, du coup, t'as l'air un peu con parce que tu sais qu'à l'époque, toi aussi, t'as fait peut-être quelques petits commentaires avec tes potes et là, du coup, t'as l'explication. Du coup, tu te sens un peu con. Tu te sens un peu con. Il y avait Designer, celui qui a fait le fameux banger Panda, qui de lui-même est allé se présenter dans un hôpital psychiatrique parce qu'il sentait que ça allait pas bien et qui a communiqué dessus en disant, voilà, écoutez, la santé mentale, c'est quelque chose de sérieux, les gars. Priez pour moi. En tout cas, là, je me rends dans un hôpital psychiatrique et j'espère que ça va aller. Donc, on a plein d'exemples. On a Absol aussi qui fait une superbe chanson dans The Book of Soul où il rend hommage à son ex qui s'est elle-même suicidée. Et il explique aussi dans une interview que lui, il a commis une tentative de suicide parce qu'il était sous substance. Donc, il y a vraiment le truc à double dimension. Donc, voilà, c'est comme quelque chose... Il y a certains rappeurs qui en parlent. Et ouais, comme tu dis, Géo, je pense que c'est vraiment une bonne chose que ça soit actuel et que ça soit un peu démocratisé et décomplexé, en fait. On en parle et c'est OK d'en parler. Et on est allé jusqu'à l'exemple de Logic, qui avait sorti en 2017 un morceau qui porte le nom d'un numéro, en fait. Donc 1800, 273, 82, 55.
1-800-273-8255 pour que vous captiez que j'ai aussi l'accent, t'as capté. Mais bref, malheureusement, sur un sujet qui est beaucoup moins drôle de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est un numéro qui correspond au numéro justement d'urgence dans le cas où tu as des pensées suicidaires, donc de National Suicide Prevention Lifeline. Un numéro, en tout cas aux États-Unis, je sais pas s'il est encore actif aujourd'hui, tu vois, avec les changements de pouvoir, tout ça, mais qui est disponible H24, qui est l'équivalent de la main tendue, encore une fois, le 143 pour la Suisse. Et en fait, qui parle complètement de ça. Là, c'est purement ça. C'est-à-dire que c'est un message de prévention en mode. Il parle en jeu, donc tu as ce côté qui est moins moralisateur, justement. Il dit au début, j'ai plus envie de vivre. Ça, c'est le refrain au début. Il part justement à expliquer tous les problèmes qu'il peut rencontrer au quotidien. Le clip est hyper stylé parce que c'est un jeune homme noir qui est mal dans sa peau et qui est en fait homosexuel. Donc, tu vois justement tout le bullying qu'il subit au quotidien et ça se passe pas bien à la maison avec son daron, le racisme, plusieurs personnages, je crois. etc. Il y a aussi une jeune fille après le jeune homme. Ah ouais, c'est possible. Alors, mais moi, en tout cas, ça m'a vachement interpellé parce que des clips de rap déjà qui montrent des relations homosexuelles, tu vois, là, ils croisent deux choses qui sont hyper intéressantes. C'est-à-dire, déjà, ça n'a pas été beaucoup montré. Et en plus de ça, effectivement, au fur et à mesure du narratif, comme ça, tu arrives vers la fin où le refrain, il change et il dit, en fait, le deuxième refrain, c'est j'aimerais que tu sois en vie, j'aimerais que tu sois en vie. Donc, au début, c'est je veux plus être en vie. Deuxième, c'est j'aimerais que tu sois en vie, j'aimerais que tu sois en vie. Donc, quelqu'un qui s'adresse à la personne. Et ça termine au final en disant, finalement, je veux être en vie. Tu vois, I finally wanna be alive, I finally wanna be alive. Donc, tu vois, c'est vraiment comme un court-métrage, comme ça, avec une évolution du personnage et justement le gars qui appelle le numéro parce qu'il est sur le point de commettre le suicide, il sort un gun à un moment, etc. Puis finalement, il appelle. Et puis, à la fin, ça se finit bien. Tu les vois même se marier, les deux hommes dans le clip et tout ça. Donc, il y a un message d'espoir. Et c'est un morceau qui avait reçu énormément de presse positive. Tu vois, il l'avait performé dans des grosses cérémonies. Je crois que ça doit être le plus gros hit de Logic jusqu'à maintenant. C'est pas forcément le titre au niveau musical qui me parle le plus, mais c'est bien fait. Tu vois, il n'y a pas le côté relou, parce que tu peux vite tomber dans un truc relou, tu vois. Tu veux avoir un message, comment tu fais pour garder le côté formel cool? Ça reste de la musique, tu vois. Il faut qu'on puisse l'écouter dans une voiture, en train de prendre sa douche. Moi, c'est mon parti pris, en tout cas. Et donc, comment tu arrives à mobiliser des sujets aussi graves dans des esthétiques qui vont, entre guillemets, glisser, tu vois? Là, c'est aussi un exemple assez cool. Du coup, on arrive gentiment à la fin de cet épisode et encore une fois, moi, j'ai pas du tout envie il faut faire très attention à quel lien est-ce qu'on tire entre les parcours des artistes, qu'ils ont dit dans leur musique, à quel point ils ont pris au sérieux cette question de santé mentale, etc. Mais en tout cas, pour revenir sur le début, on a parlé de la santé mentale dans l'industrie musicale. On a aussi parlé là, dans différents exemples, de à quel point les gens, plutôt que d'aller se soigner, vont se réfugier dans des substances. Quand tu regardes le monde du rap, et c'est pas que le monde du rap évidemment, mais notamment dans le monde du rap, le nombre de gens qui sont morts d'overdose liés à des addictions, donc il y a eu DMX, Coolio, Mac Miller, Rich Homie Quan, Lil Peep, Juice WRLD. En France, on soupçonne, si j'ai cru comprendre, Lou Vresval qui était décédé à cause du fait d'avoir consommé trop de lean, la codéine. ODB, que tu as cité tout à l'heure, Wetu, ça envoie quand même un signal de les gars, faut quand même qu'on fasse attention à nous et il faut prendre cette question au sérieux et pas se réfugier dans les substances parce que ça arrive malheureusement à ses conséquences, quoi. Et il y a même des cas de personnes qui ont fait des tentatives de suicide. On a parlé, enfin, t'as mentionné Joe Budden. Joe Budden a ouvert aussi la discussion sur le fait qu'il avait fait des tentatives de suicide. Kid Cudi en a parlé. Et là, il y a même récemment Ojimako, l'auteur de Beat You Guessin', qui est mort en fait des suites d'une tentative de suicide. Donc là, on a vraiment des exemples très concrets d'artistes qui vont jusqu'au bout, malheureusement, du processus dans le côté négatif. Et je pense que ça doit nous interpeller justement à purée, venez, on traite ça le plus tôt possible en fait. Tu as une entorse au niveau de la cheville, tu vas aller voir un physio idéalement, ou même assez rapidement, assez logiquement. Tu commences à sentir qu'il y a des soucis au niveau de ta santé mentale. Il faut aussi aller consulter et qu'on se comprenne bien. Moi, je ne suis pas du tout en train de dire je mets toute ma confiance dans le corps médical, etc. On l'a dit aussi, il y a des soucis. Mais en tout cas, il faut trouver nos soupapes de sécurité, des activités qui font plaisir, des choses qui permettent de ventiler, parler aussi entre nous. En tant que mec, on ne le fait pas. Et puis, si besoin, quand même, se faire accompagner. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en thérapie et que ça a changé leur vie positivement. Il ne faut pas prendre que les exemples négatifs, quoi. Justement, en parlant de ça, moi, j'avais des questions à vous poser là-dessus, les gars. Toi, Géos, au niveau de ta santé mentale, comment est-ce que tu es déjà en thérapie? Est-ce que tu es en thérapie? Est-ce que tu envisages de... Quel est ton point de vue là-dessus?
Moi, ça fait très longtemps que j'envisage de commencer une psychothérapie. Après, j'avoue que j'ai un peu toujours trouvé l'excuse de en ce moment, j'ai pas le temps et puis je suis entre guillemets suffisamment fonctionnel vis-à-vis de mon quotidien. C'est-à-dire que je regarde un peu mon évolution et puis je vois que je vais pas vers le bas en termes de mes ambitions, etc. Donc, c'est une manière un peu aussi de me conforter, mais j'ai quand même conscience que ça me ferait du bien. Je pense que ça me ferait du bien. Et j'aimerais le faire bientôt. Maintenant, en attendant, effectivement, ce que j'ai trouvé comme système, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je fais mon sport, j'ai ma bande de potes avec qui on ouvre quand même les discussions de plus en plus sur des questions profondes. On l'a pas toujours fait. Moi, je me rappelle, par exemple, à l'époque où un de mes amis avait traversé un épisode très compliqué au niveau de sa santé mentale. Et c'était allé jusqu'à une potentielle, en tout cas une intention de commettre justement une Sur l'image. tentative ou des choses comme ça. Et mon ex de l'époque me disait, mais gars, c'est ton meilleur ami. Vous en avez jamais parlé, vous êtes... Et moi, je disais, si, on en a parlé, tu vois. Mais en fait, même nous, on reproduit ce truc-là de, tu vois, tu vas parler à ton pote, puis au bout d'un moment, t'as tes limites. Et puis, justement, ton pote, peut-être à cette époque-là, en tout cas, il est pas prêt à aller consulter quelqu'un. Donc, en fait, vous vous retrouvez comme ça. Lui, probablement, qu'il trouve pas assez d'écoute chez toi. Et puis, toi, au bout d'un moment, t'es là, mais moi, je suis limité dans ce que je peux te dire, de faire. On a cette aussi tendance en tant qu'homme de tout de suite vouloir proposer, tu sais, des solutions et pas juste écouter, tu vois, parce que tu veux être un peu maître aussi du narratif et tout. Donc, moi, ça m'avait grave interpellé, ça. Mon ex de l'époque, qui m'avait dit, mais mec, c'est ton meilleur pote. Et vous en êtes arrivé là. Elle c'est pas qu'elle m'avait responsabilisé, mais elle m'avait dit, mais vous parlez de quoi quand vous êtes ensemble, en fait, tu vois. Donc, voilà, moi, c'est un truc que j'essaie de faire dans ma bande de potes aussi. Enfin, on essaie de le faire communément, mais de communiquer, y compris ce qui va bien, tu vois. Je trouve que ça fait grave du bien en tant que pote de se dire, gros, mec, t'es mon frère de ouf, je t'aime et tout, tu vois, de se communiquer, y compris les choses positives. Et puis moi, bah, justement, mais j'ai mes soupapes, la créativité, je me remets au rap en ce moment un peu, l'écriture qui me fait du bien, la création, le côté acting, le fait d'avoir une vie sociale assez riche. Donc voilà, pour l'instant, je sens que ça m'a permis de continuer de rester fonctionnel, etc. Tu vois, je me sens pas forcément déprimé ou quoi que ce soit. On a toujours des coups de blues, ça nous arrive, mais c'est le système que j'ai trouvé actuellement. Mais comme je disais avant, j'ai pas tout mis mes œufs dans le même panier. Moi, j'ai 2 tafs différents. Tu vois, si même il y en a un qui me saoule, je sais que je peux un peu rebondir sur l'autre. J'ai mon activité d'indépendant. On monte des projets comme Maskoff. C'est hyper enrichissant. Tu vois, tu disais les projets qui donnent de la motivation et tout ça. Donc, voilà, j'ai des choses qui me tirent toujours vers le haut et vers l'avant. Après, il faut aussi faire gaffe avec ça, tu vois, justement, de se dire, ah ouais, non, mais en fait, je suis dans mes projets. Et puis, tu prends pas soin de ta santé mentale. Il faut faire attention à ça. Moi, j'ai aussi une petite routine, notamment le soir avant de me coucher, de me poser la question de comment je vais, est-ce que j'ai passé une bonne journée, est-ce que, tu vois, de faire des check-up, tu vois. J'ai sûrement pas autant de recul qu'une personne extérieure et qui serait formée pour ça, mais pour l'instant, c'est un peu le système que j'ai trouvé pour aller bien. Ok, cool. Et toi, du coup? Bah Oui, moi, je vais pas vous mentir, je suis passé par, il y a longtemps de cela, hein, je suis passé par des épisodes de deuil consécutifs, mon frère, mon père, et j'ai eu un peu des idées sombres à un moment donné, et je me suis rendu compte à quel point la musique était un élément pilier pour moi. Le fait de, tu sais, il y a un morceau qui revenait souvent dans ma tracklist de l'époque, c'était L'Enfant Seul d'Oxmo. Je me suis Incroyable. énormément identifié à ce morceau, je crois que je peux le réciter en long et en large. Aujourd'hui, ma relation à ce morceau, elle est un peu différente parce que moi, Oxmo, pour moi, c'est un maître d'écriture, donc c'est plus ça qui m'interpelle aujourd'hui. Mais à l'époque, je me rendais compte que cet enfant seul-là, il n'était pas seul. C'est qu'il y en avait plein d'autres comme lui, dont moi, dont plusieurs de mes potes. Et donc, je me suis beaucoup identifié à ce morceau. Il y en a plein d'autres dans le rap, ou même dans la musique en général, qui m'ont aidé aussi à traverser des moments un peu compliqués. Il y a eu des suivis psy que j'ai pu mettre en place, mais tu vois, l'alchimie dont on parlait tout à l'heure, l'alchimie qui est importante entre le psy et son patient, pour moi, justement, c'était un exemple, c'était un contre-exemple parce que au début, ça n'a pas fonctionné avec les 2 psys que j'ai rencontrés. Ça n'a pas pris. Ça a pris avec le 3e que je vois toujours d'ailleurs. Donc, je suis moi aussi en thérapie. Mais donc, le suivi psy, c'est pas à la première tentative que ça marche. Donc, dans mon cas, ça a pris 2 voire 3 tentatives. Et puis aussi, comme toi, j'ai aussi mes soupapes. Moi, c'est plutôt la boxe anglaise, les taper dans un sac, le dépassement de soi, l'écriture. Beaucoup aussi, puis aussi m'exposer à beaucoup d'art. J'aime beaucoup aller voir des pièces de théâtre, aller à des concerts, etc. Donc tout ça, ça me permet aussi de pouvoir gérer un peu un quotidien qui par moments est un peu compliqué. Je suis un peu sujet aussi à des crises d'anxiété. Donc voilà, j'ai aussi mes soupapes de décompression. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'est de trouver quelle est la bonne formule. Qu'est-ce qui te convient
le plus possible. Juste dernière parenthèse, mais et après tu vas conclure, ok, mais le côté art comme thérapie, autant dans la pratique que dans le côté passif, moi je me rends compte, des fois, par exemple, si je sens que j'ai un petit coup de blues et tout, bah, par exemple, il y a vraiment des morceaux qui me mettent, tu sais, qui changent mon mood, tu vois. Ouais, clairement. Et enfin, vraiment, c'est pour ça aussi, vraiment, je redis, on aime trop cette musique, pas que le rap, mais on aime trop la musique, notamment le rap. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on accorde autant d'importance à ça, parce que moi, ça modifie mon mood, tu vois. Ouais. Donc, un morceau qui me diffuse un message négatif, c'est aussi dans l'autre Ça sens. t'impacte, Mais dans le clairement. côté positif, il y a des morceaux que je sais, si j'ai un truc avec beaucoup de pression, un casting ou un truc comme ça, je vais écouter un titre et ça va modifier mon mood positivement. Donc, ça fait aussi partie des choses qui m'accompagnent dans mes routines. Clairement. Et toi, vieux père, c'est comment? Ben moi, je consulte depuis 5 ans. Hmm. Voilà. Non. Non, c'est le gars qui veut pas. Non. Non, alors, bon, moi, je suis passé par des épisodes dépressifs assez sérieux. J'ai été diagnostiqué borderline. Donc, c'est pas bipolaire, hein, c'est en fait, il y a des épisodes de montée, de descente, en fait, au niveau de l'humeur. Et puis, moi aussi, en plus de ça, je suis passé par des périodes, enfin, bon, j'ai eu des problèmes d'alcool, j'ai aussi eu des problèmes liés de crises d'angoisse, des stress, des longs épisodes dépressifs, notamment pendant le Covid. Et je suis passé par des moments difficiles. Aujourd'hui, je vais à peu près mieux quand même. Enfin, disons que j'arrive, comme je suis un peu plus, je dirais, un peu plus sérieux par rapport à mes visites chez le psy, en fait. Bon, même si là, ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné, mais disons que maintenant que je me suis habitué à une espèce de petite routine, je fais assez attention à moi, dès que je me sens mal, je n'hésite pas à appeler à l'aide. Aussi, bon, je pense que, bon, je suis comme vous, hein, aussi. Moi, voilà, j'aime beaucoup la musique, évidemment. Je suis DJ, ça m'arrive de faire des longues sessions de mix chez moi pour me sentir bien. J'ai aussi une activité, le sport, etc. Mais en fait, moi, à un moment donné, je pense que c'est aussi important de le dire, en fait, c'est la socialisation, en fait. Aller voir ses amis, aller voir ses proches. euh, Vraiment, chaque fois qu'on peut, on se rencontre, on va boire un verre, on fait la fête, on part en vacances. Il faut tout le temps. Enfin, moi, vraiment, je favorise ces moments. Venir ici, par exemple, à Mascov, prendre du temps pour parler avec les gens, pour essayer d'évacuer aussi sa tristesse et puis essayer de justement prendre un peu de l'énergie des autres, en fait, quand on discute, quand on échange. Et puis, on se sent beaucoup moins seul, en fait. Et puis, c'est le fait de se sentir seul aussi, ça, c'est un facteur qui pèse sur la santé mentale. Donc, moi, j'essaye vraiment aussi de socialiser, mais c'est pas toujours facile. Mais arriver justement de plus sortir de chez moi et d'être complètement, comment dire, enfin, mettre barricadé chez moi, d'avoir baissé les stores et puis d'être vraiment dans un espèce de bulle un peu, voilà, où on est tout triste et on parle à Reclus comme personne. ça. Voilà, voilà, exact. Et puis du coup, ça, c'est les moments où vraiment on se sent le plus vulnérable et c'est des moments qui peuvent parfois être dangereux, en fait, c'est vraiment dans ces moments-là où on a des pensées sombres. Moi, j'ai eu aussi des pensées suicidaires. Je suis jamais passé à l'acte, enfin, j'ai jamais fait de tentative, mais enfin, j'ai vraiment, ça m'est souvent apparu comme des flashs. Et c'est pas facile de le dire là, ici, comme ça, en fait, en public, parce que bon, je vais aussi avoir des proches qui vont apprendre certaines choses qui étaient peut-être pas forcément au courant, même si, bon, dans l'ensemble, j'ai quand même mis au courant à peu près tout le monde. Mais voilà, moi, enfin, si j'ai un conseil à donner, selon mon expérience, je pense que vraiment, il faut trouver tous les moyens possibles pour se soigner, pour prendre soin de soi. Et puis, ouais, parce qu'on n'a qu'une vie, et elle est précieuse. Et puis, voilà, faut la chérir, il faut
faut la garder, il faut la faire durer. Et voilà, c'était le message que j'avais à dire. Wow. Moment émotion. Merci pour ces partages, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi. Avant peut-être de te laisser conclure, mais juste dire qu'on avait prévu quand même de consacrer un petit bout à Kanye West parce que c'est un cas d'école de questions de santé mentale, de bipolarité, tout ça. Mais malheureusement, on est pris par le temps, donc on espère pouvoir y revenir une autre fois. Mais en même temps, ça fait partie de ces personnages qui ont une discographie tellement riche qu'on pourrait presque sortir un hors-série et parler de la santé mentale de Kanye West dans un épisode, un spin-off presque, quoi. Juste rappeler une chose, c'est que, en fait, c'est pas parce qu'on est fragile mentalement qu'on doit se retrouver à avoir des paroles discriminantes, être dans la violence, faire le choix de faire des choix, c'est-à-dire pour agresser les gens, c'est-à-dire des choix de mots pour agresser les gens. Donc ça, c'est vraiment faire la différence des discriminations. Il faut vraiment faire la différence entre le discours qu'on donne pour agresser les gens et la santé mentale. Donc les épisodes, de déconnexion, voilà. On y reconsacrera potentiellement du temps une autre fois. Malheureusement, c'est un dossier qui risque d'évoluer encore dans les prochains mois, voire années. Yes. Kanye West. Voilà, on arrive au terme de cet épisode sur la santé mentale dans le rap. Merci les gars, merci Kay, merci Géos. Merci à toi, Madji. Merci à Nuit Digital, Romain, Héloïse, à la ville de Genève, au service culturel de Genève et l'agenda 21 dans le cadre de la campagne Objectif Zéro Sexisme dans ma ville. Et bien sûr, merci à vous, auditeurs, auditrices, qui nous donnez de la force. Spéciale dédicace aux gens du Canada qui nous envoient de la force depuis ces contrées lointaines. Vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes respectives. Pour qui KRBNZ sur Insta et SoundCloud. Ok, Géos. Geneva Géos, Genevageos sur Insta. Yeah. Et moi-même, Wetu de passage sur Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt.